Bonjour Fadila, donc j'ai voulu te recevoir en interview ce jour parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux le travail que tu fais, et le travail de ton association, et ça me semblait hyper intéressant en fait, d'avoir ton avis sur les sujets que tu traites, et puis de te connaître et de connaître le travail de ton association, de le faire connaître à un plus grand nombre. Donc je vais te demander si tu le veux bien de te présenter, puis de nous présenter un petit peu ton association aussi. Et merci Cyril de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là. D'abord, en fait, donc on est une équipe. Hein, je suis pas toute seule et fort bien heureusement vu le sujet qui est quand même assez sensible. Donc à la base, nous avec une chercheuse donc Florence Bergeau-Blaclair, on a voulu créer donc une plateforme participative parce que bon, tout d'abord, je vais un peu revenir en arrière. Et je vais me présenter. Donc, moi, c'est Fadila Maroufi. Hein. Donc, je suis troisième génération. J'ai vécu à Bruxelles. Je suis enfin, mes parents et moi-même, donc on est d'origine. Troisième génération, tu veux dire au niveau de l'immigration, c'est ça, hein, pour qu'on Tout à comprenne. fait, tout à fait. Et donc, voilà, issu d'une famille de 8 enfants. Je suis l'aîné. Et donc, Rifen, parce que c'est quand même aussi important de pouvoir le dire, parce qu'évidemment, derrière tout ça, il y a aussi des enjeux qui ont déjà été décrits par certains chercheurs et certains sociologues, etc. Donc moi, évidemment, depuis mon enfance, j'ai vécu dans des quartiers à Bruxelles qui étaient dits précarisés, socio-économiquement défavorisés, mais où il y avait quand même énormément aussi de violence, que ce soit intrafamiliale ou au niveau communautaire dans ces différents quartiers. Comme je suppose que voilà, on a pu voir aussi en France dans certaines banlieues. Et donc, par la suite, en travaillant en tant que travailleuse sociale, donc toujours dans ces quartiers-là, parce que j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose de positif dans ces quartiers auprès de ces jeunes, de pouvoir vraiment tirer le meilleur de ces jeunes, de ces familles. J'ai accompagné des femmes, des enfants, des adolescents, etc., dans leur parcours. Et donc, pour moi, l'idée, c'était vraiment de les accompagner pour les faire grandir, pour qu'ils deviennent autonomes, parce que dans le milieu associatif, malheureusement, bon, quand on connaît l'histoire de l'associatif, souvent, il y a une espèce d'assistanat et on ne les aide pas à devenir autonomes et à grandir pour avoir une vraie réflexion et se prendre en charge, ce qui fait qu'on voit souvent, malheureusement, dans la grande majorité des enfants placés par le juge qui se retrouvent dans des structures, quand ils sont majeurs, se retrouvent seuls, sans aide. Ils ont été pris en charge, et encore, quand je parle de prise en charge, pas forcément de manière affective qui leur permettent de grandir, mais avec beaucoup de carences. Et du coup, ben, quand ils sont majeurs, ils se retrouvent seuls. Et souvent, ben, c'est la porte ouverte pour la délinquance pour beaucoup. Il y en a peu qui arrivent à faire résilience. Et donc, pour moi, il était important dans ces quartiers de pouvoir vraiment amener un plus dans ces familles, de dire à ces jeunes et à ces femmes, ces enfants et ces hommes, mais vous pouvez prendre votre vie en main. Vous pouvez plutôt, voilà, il est très facile en fait de se victimiser et sombrer dans la victimisation. Moi, j'ai toujours rejeté ça. J'ai pas eu une enfance facile, j'ai pas eu une vie facile non plus. Euh, mais bon, voilà, j'ai aussi mes origines griffennes, etc. Donc je suis pour ne pas rejeter tout non plus tout ce que j'ai pu recevoir comme capital, on va dire, de mes origines, même si je suis fière d'être belge et je me revendique à être belge. Pour moi, c'est important de montrer ben, que dans notre culture aussi, de nos parents, de nos grands-parents, enfin de mes grands-parents dans mon cas, il y a cette culture de justement se relever, de ne pas se laisser tomber, de ne pas laisser les bras tomber les bras, de se battre pour y arriver, peu importe ce qu'on a en face. Et je pense que voilà, ce qu'on peut avoir en face, il faut essayer de le prendre de manière positive, en faire quelque chose de bien pour nous, pour grandir. Et moi, quelque part dans le social, c'est un peu ce qui me manquait, j'avais l'impression. Heureusement, j'ai eu de la chance de rencontrer aussi des personnes qui avaient une même vision que moi, avec qui on a pu vraiment porter des projets pour accompagner donc ce public-là. Et j'ai toujours voulu garder ça, quoi qu'il en vienne, pardon, notamment en sachant qu'après, il y a eu tous des mouvements qu'on voit maintenant intersectionnels, décoloniaux, indigénistes, etc., qui, eux, par contre, inversent le racisme et reviennent avec une certaine victimisation qui handicape la personne. Et aussi, et ce qui m'effraie aussi, sur le racialisme.
où on donne à des individus, on les assigne finalement à un nom, à un étiquetage qui risque de leur porter, qui va leur porter préjudice. C'est même pas risqué, on sait que ça porte préjudice. À partir du moment où on assigne une personne comme étant blanche et une autre racisée, etc., on met des catégories. Ouais. Moi, il est important d'être humain. J'ai toujours dans le milieu associatif, donc j'ai pu aider des personnes et accompagner des personnes plutôt qui étaient d'origine diverse, qui soient d'origine maghrébine, subsaharienne, mais aussi des belgo-belges. Et ils n'étaient pas forcément privilégiés, ils avaient aussi leurs problèmes, leurs difficultés financièrement, ben, ils étaient dans la précarité. Voilà, il Alors, fallait les aider. tu, Et tu... donc, Vas-y, pardon, fini. En évoluant dans ce milieu-là, j'ai vu apparaître de plus en plus, mais depuis déjà les années 80, mais après dans les années 90 et encore plus 2000, Les tout années ce qui est 90 pour les Français. tous les mouvements justement islamistes, donc que ce soit frères musulmans, salafistes, etc., qui ont commencé à s'implanter de plus en plus et qui étaient de plus en plus écoutés aussi par les politiques qui financent toutes ces associations. En étant travailleuse sociale, j'ai reçu beaucoup de pression. J'ai été fortement aussi agressée verbalement, physiquement. Et puis dans les années vers la 2013, 2014, je me suis dit, ça suffit, maintenant il faut vraiment travailler sur ces questions-là. C'était un peu l'affaire Charlie Hebdo, en fait, les attaques contre Charlie Hebdo. Donc j'ai fait un travail de master en anthropologie sur la radicalisation des femmes à Bruxelles et l'endoctrinement des femmes. Et là, ben, j'ai rencontré des femmes, mais super touchantes, des femmes qui n'étaient pas dans cette perspective. D'ailleurs, quand elles me disaient très bien, parce que je leur disais, mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Puisqu'avant, elles ne fréquentaient pas énormément de lieux, de mosquées, d'associations islamiques, etc. Elles me disaient, mais avec les attentats, on a peur, on ne veut pas que nos enfants aillent en Syrie, donc on vient se former pour pouvoir éduquer nos enfants dans le vrai islam, le bon islam. Et ces femmes-là étaient sincères. Seulement, au bout de quelques mois, voire quelques années que je vais passer dans ces lieux, je me rends compte qu'il y a un endoctrinement qui se fait auprès de ces femmes, qui au départ viennent pour une action louable, parce qu'elles avaient peur pour leurs enfants, et que là, on les instrumentalise et qu'on les éduque à être victimes, à dire que les autres, tout ce qui n'est pas musulman, sont des ennemis. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de très dangereux qui est en train de se jouer. Et du coup, voilà, j'ai rencontré d'autres personnes, dont cette chercheuse, Florence Bergeau-Blaclair, qui a travaillé sur les normes islamiques, qui a fait un formidable travail là-dessus. Et on a pu, voilà, j'ai pu intégrer son équipe pour travailler en tant que stagiaire, pour travailler sur l'endoctrinement des femmes et les focus groupes, etc. Je ne vais pas trop aller en profondeur parce qu'il y a des écrits qui peuvent être consultés sur Internet. Ouais. Et à un moment donné, je me rends compte qu'en Belgique, il est très difficile de parler de ces sujets sans qu'il y ait une agression, sans qu'il y ait de la violence, sans qu'il y ait des insultes traitées d'islamophobes, un terme que je déteste parce que nous avons en Belgique des lois qui nous défendent et qui permettent que chaque personne puisse vivre sa religion, son orientation sexuelle, etc., d'une manière dignement, humainement et d'être protégée par la loi. Donc je ne comprenais pas pourquoi ce terme islamophobe, pourquoi est-ce que tout d'un coup ça apparaît. Je vais comprendre que les enjeux derrière. Avec tout ça. Et donc, pour moi, il était important, vu de ce qui se passait en Belgique, de pouvoir créer une plateforme, puisqu'on ne pouvait pas dire les choses librement, discuter sereinement, qu'on puisse en discuter dans une plateforme ouverte aux citoyens. Toute personne qui a envie de discuter, qui soit croyant, non croyant, laïque. Est-ce que cette plateforme est en ligne également? Oui, tout à fait. On peut la retrouver sur Facebook. Alors, on mettra le lien en description. Ouais. Il y a un site internet. Et donc, il y a deux branches. Hein. Il y a une branche où on a des experts, des scientifiques qui veulent travailler donc sur les fondamentalismes. J'insiste bien que ce sont les fondamentalistes au pluriel et pas qu'un seul. On peut nous reprocher de beaucoup cibler sur l'islam, mais disons que nous, on cible d'abord pas l'islam, mais l'islamisme, l'islam politique, qui est très dangereux à notre sens. Ouais. Et c'est surtout en fonction des événements actuels. C'est-à-dire que nous avons des militants qui mettent en avant un signe religieux et leur croyance et qui veulent en faire comment je dirais, on veut les imposer dans la société. En tant que norme sociétale, quoi. Voilà, en norme sociétale, alors que nous avons justement des lois qui protègent chaque individu et où on refuse qu'il y ait des accommodements raisonnables. Puisque pour nous,
tout le monde est égal devant la loi, on est tous égaux. Même s'il y a des choses à redire, on est tous d'accord que c'est pas parfait, mais on n'est pas non plus dans des états de dictature où on n'a pas de droit et on peut pas se défendre non plus. Donc voilà. Alors, le propos que tu nous as tenu jusqu'ici, Fadila, est extrêmement intéressant et extrêmement dense. Donc, je vais te poser quelques questions sur tout ce que tu viens de nous dire. Moi, déjà, je vais dire d'où je parle et comme ça, tu vas comprendre l'intérêt que j'ai pour cette question et puis, je pense, l'intérêt que ça va donner à notre entretien. Déjà, tu nous parlais en tout début de ces enfants de foyer qui sont très souvent endoctrinés. Moi, je viens de foyer, j'ai passé de 6 ans à 17 ans et demi en foyer, donc je connais un petit peu. Qu'est-ce qui fait que ces gens sont une cible, et je l'ai été clairement. Est-ce que tu arrives à définir ce qui fait que ces gens sont une cible pour l'islam politique ou pour tous ces fondamentalismes qui traînent actuellement dans nos sociétés? Qu'est-ce qui fait que ils sont plus particulièrement, alors, il y a d'autres cibles, hein, mais eux sont plus particulièrement la cible de ces gens-là? Mais à mon sens, hein, que ce soit des enfants de foyer ou des enfants qui ont eu des carences affectives au sein des familles ou au sein de communautés, etc., je pense, pourquoi ils sont la cible, c'est parce que tout simplement, je pense qu'il y a évidemment cette carence-là, que dans ces lieux-là, un peu comme les sectes fonctionnent, on essaye de titiller, de voir un peu justement quelle est la corde sensible, et on te fait croire en fait que c'est une famille. La fameuse Oumma, la famille qui va prendre Voilà. soin de toi, ouais. On est toujours là pour toi, quoi que tu fasses, etc. Or, moi, pour l'avoir vécu aussi, hein, donc quand j'étais dans ces lieux-là, pourtant, on connaît mes positions, je les ai toujours eues, comme je les ai, comme je les exprime là, actuellement. J'ai été dans ces lieux-là, et moi-même, à un moment, j'ai senti le danger. Je me suis dit, ouh là là, je sens une attirance parce que finalement, tout ce que j'ai pu manquer, etc. Ici, on me l'offre sur un plateau, mais je sais aussi que c'est faux pour l'avoir vécu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es un individu, où tu dis ce que tu penses, où tu veux défendre, débattre sur un sujet, tout de suite tu es catalogué, on te dit c'est Shaitan qui te parle, le diable est en toi, fais attention, tu peux pas. Tout ce que Dieu dit, il faut le prendre à la lettre et il faut l'accepter. Si tu le refuses, si tu le remets en question, ou ne serait-ce que poser une question, même légitime, elle est refusée et tu es tout de suite catalogué comme Shaitan. Et Ah ouais, donc ça c'est m'est vrai que arrivé, moi, hein. Quand je posais des questions à l'imam à l'époque où j'étais musulman, c'était très mal pris, d'autant plus que je suis blanc et nouveau en islam. C'était très, très mal pris, ouais. tout à fait. Mais c'est pour tout le monde, en fait. C'est pas parce que tu es converti, mais c'est vraiment pour tous. Et donc, leur défense, parce que je pense qu'ils ne savent pas non plus répondre, ils n'ont pas forcément les réponses à tout comme tout être humain, c'est pour se défendre, c'est de pouvoir dire, ben non, on pose pas de questions. Euh, mais par contre, c'est vrai que au niveau de la fragilité, que ce soit même ces femmes que j'ai vues au sein de ces mosquées, elles m'ont raconté leurs histoires et la plupart, elles se sont senties reléguées parce que dans ces familles, dans nos familles, en fait, on va dire maghrébines, on met toujours le garçon en avant. Même s'il est second, même si, bon, moi j'ai eu de la chance, j'étais dans une famille où mon père c'était plutôt l'aîné qui prédominait, mais dans la majorité, les femmes sont reléguées, les jeunes filles sont reléguées et les fils sont mis en avant et beaucoup par les mères. Parce que comme il y a beaucoup de violence intrafamiliale vis-à-vis des mères, souvent elles recherchent aussi l'appui de leurs garçons et quand ils grandissent, quelque part le père se sent un peu fragilisé, il n'a plus vraiment cette mainmise comme il pouvait l'avoir, ce pouvoir, et les garçons essayent de protéger leur mère. Donc du coup, elle va mettre en avant le fils, et ces jeunes femmes me disaient souvent, ces mères, ou ces femmes même qui avaient une quarantaine, voire une cinquantaine d'années, pardon, disait ma mère elle mettait toujours en avant mon frère, moi j'avais le droit de rien faire, tout ce que je devais faire c'était servir mon frère, nettoyer à la maison, je n'avais pas le droit de sortir, lui il avait la liberté. Et là on leur disait mais ici vous pouvez apprendre, ici on va vous apprendre l'arabe, on va vous apprendre à lire, vous n'êtes pas stupides, on les mettait en avant, on les valorisait et donc elles se sentaient utiles et on leur disait bah, vous avez une utilité, vous allez pouvoir éduquer vos enfants dans le vrai islam. Et donc on rejetait aussi tout l'islam traditionnel des familles qui était, moi je viens de famille d'origine marocaine, rifaine, où on a le sens de l'hospitalisation, où ma grand-mère, L'hospitalité, tu veux dire? l'hospitalité, excusez-moi, Il n'y a pas de souci. de l'hospitalité, on invitait le mendiant qui était dehors pour venir manger, où il y avait une ouverture, il fallait ouvrir ses portes à l'étranger ou la personne qu'on ne connaissait pas. Et ici, au contraire, on nous referme et on scinde la société en deux parties. Croyant, non croyant. Il n'y a que binaire. Tu es, tu n'es pas.
Si tu es, tu dois avoir exactement le même discours. Si tu n'as pas le même discours, tu n'es pas, donc tu es dans les koufars. Et donc, moi, ça me posait problème et je voyais aussi, je mets en parallèle du coup avec l'extrême droite aussi, c'est que du coup, l'extrême droite fonctionne de la même manière. Donc, pour moi, que ce soit l'islamisme ou l'extrême droite, c'est exactement, la finalité est la même. C'est scinder le peuple Exactement. en des catégories qui vont s'affronter par la suite puisqu'ils s'alimentent finalement dans la haine. Et puis les deux côtés, les deux camps opposés dans la forme sont exactement les mêmes. Souvent, quand on discute avec eux, on voit qu'ils ont la même structure mentale et tous les deux sont d'accord pour racialiser la société et pour jeter les races, les sangs les uns contre les autres, parce qu'il y aurait des sangs purs d'un côté et de l'autre. Ou alors, en islam, c'est pas vraiment le sang, c'est plus la religiosité, mais voilà, il y a la même finalité. Et on commence à voir, comme tu le disais, apparaître tout de même cette question raciale quand même. J'avais une deuxième question qui me venait, c'est que moi j'ai vu également à mon jeune âge ces parents qui venaient d'immigrer en France, alors qu'ils soient algériens, tunisiens, marocains, et c'était des gens qui avaient une grande force, c'était des gens qui ne se victimisaient pas, pardon. C'était des gens qui avaient beaucoup de dignité. Moi, je me rappelle, j'ai vu des pères vraiment galérer pour faire vivre leur famille, surtout qu'à l'époque, bah, c'était souvent même chez nous Français, hein, les femmes qui travaillent, ça allait pas de soi à l'époque. Et donc, j'ai vu des papas être extrêmement dignes, extrêmement fiers, malgré qu'ils parlaient pas la langue, changer de pays comme ça, arriver dans une civilisation qui n'est pas la nôtre, c'est compliqué. Pourquoi j'explique tout ça? Parce que j'ai vu, moi, dans ma jeunesse, des gens extrêmement courageux, parce que pour faire ce qu'ils ont fait, eh ben, ils ont été extrêmement courageux. Et ils avaient, en plus de cette dignité et de ce courage, ils avaient cette hospitalité dont tu parles. Et ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que les générations suivantes soient à l'inverse, en fait, de ces gens que j'ai vus? C'est-à-dire que le courage a disparu et ça a été remplacé par beaucoup de complaintes, par beaucoup de victimisation, tu le disais. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces générations? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, ou bien au sein de ces familles, en termes de passage, ou bien dans la société occidentale? Peut-être la société occidentale a aussi ses faiblesses et n'a pas su faire certaines choses. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que c'est très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de points qu'il va falloir relever là-dedans. Et c'est vrai, comme tu le disais, ces familles qui sont venues ont été très courageuses. Ces parents, que ce soit les hommes, les femmes, ont dû quitter un lieu qu'ils connaissaient pour un lieu inconnu, avec souvent un climat qui était différent. Donc c'était quand même assez rude. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que même quand je dis, et je le dis vraiment pas d'une manière péjorative ou pour accusateur, c'est que ces familles-là venaient aussi, ont une éducation, l'éducation qu'ils ont eue, qui ont été transmises et qui se transmettent finalement de génération en génération. Pour la plupart, ont connu de la violence. Et il faut dire aussi que dans nos familles traditionnelles, il y a le côté positif, Mmh. ou l'hospitalité, etc. Puis il y a le côté négatif où il y a voilà, de leur violence intrafamiliale aussi qui existe. Et je pense que là où c'est important, le fait de le relever n'est pas de les accuser. Parce que je pense qu'eux, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. C'est ça. On avait des parents, même si voilà, ils étaient violents, ils ne pouvaient pas exprimer verbalement ce qu'eux-mêmes avaient vécu. Donc voilà, je ne veux pas minimiser les actes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aurait eu tout un travail à faire avec ces familles pour justement qu'ils puissent sortir, comme je le disais, le meilleur d'eux-mêmes, de pouvoir verbaliser les choses. Or, on a raté ça. En tant que travailleur social et au niveau politique, on a laissé, même pendant, si on passe pour les générations suivantes, on les a laissés dans ces familles se jouer des choses qui étaient malsaines, qui étaient violentes. Il n'y a pas eu d'expression par rapport à tout ça. On ne les a pas écoutés, on ne les a pas entendus. On sait que souvent, quand un jeune vit dans des familles compliquées, on les place en institution, mais il n'y a pas un travail qui est fait au sein de ces familles. Ouais. Donc, je pense que ça, déjà, il y a… Du coup, les enfants, ils ont un ressenti, ils ont eux-mêmes une colère en eux, ils ont des émotions en fait qui traversent leur corps et leur psyché. Il n'y a pas eu de prise en charge par rapport à ça. Donc après, il ne faut pas s'étonner évidemment, avec évidemment la culpabilité qu'il y a autour, puisque nous, on sait que chez nous, on ne peut pas. Tu le disais toi-même et je te le disais qu'on était dans une espèce de dignité, il ne faut pas se victimiser, il ne faut pas se plaindre. Et du coup, on n'ose pas parler non plus des violences qu'on subissait. Et alors,
les religions en ont profité en disant, c'est vrai, et on ne peut pas critiquer ses parents. Donc, comment peux-tu grandir si tu ne peux pas exprimer tes émotions, ce que tu as pu ressentir? Et ça ne veut pas dire avoir la haine vis-à-vis de ses parents, ça veut juste dire mettre des mots sur ce qui a été douloureux pour nous. Oui, puis ça Et permet d'avancer, le fait d'avoir une critique saine. Ouais. tout à fait. Sauf que là, on nous dit attention, non, vous ne pouvez pas avoir cette critique en fait, parce que si vous critiquez vos parents, c'est chouma, c'est la honte, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Et ces jeunes, ben, il fallait bien que toute cette colère, que toutes ces émotions puissent s'exprimer quelque part. Mmh. Certains l'expriment par la colère, d'autres l'expriment en ayant de la haine, d'autres s'expriment en allant s'inscrire dans des lieux comme dans des mosquées, dans des centres islamiques, etc., où là, ils vont canaliser et ils vont utiliser plutôt ces émotions-là à leur sauce pour en faire quelque chose d'autre. Et donc, on instrumentalise finalement ce qu'il y a d'humain en nous pour en faire voilà, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, ce qui a été exprimé, que ce soit par le biais des attentats, le départ de ces jeunes. Il y a des jeunes voilà, que moi j'ai connus, enfants, qui étaient des enfants mais joyeux, qui étaient souriants, il n'y avait pas de barrière entre nous, il y avait des rêves qui étaient là, certains voulaient faire de la BD, dessinateurs, d'autres, voilà. Sauf qu'au fur et à mesure que tu grandis, on te dit ça c'est haram, ça tu peux pas, ça tu peux pas. Et finalement, même l'art où tu peux t'exprimer, moi j'ai fait aussi les arts plastiques, ça m'a permis de vraiment m'exprimer à travers ce prisme, mais avec une ouverture, en allant vers les autres, en essayant de comprendre ce qu'est l'autre. Et j'ai vu que finalement, tout ce qu'on me disait via mes amis, qui étaient eux, on va dire, qui allaient à l'école coranique, et donc on leur commençait déjà à leur introduire l'idée que les autres, c'était des étrangers. Mais je me disais, mais pourquoi est-ce que ce seraient des étrangers? Pourquoi est-ce qu'on devrait les rejeter? Pourquoi on dit d'un côté que Dieu est amour, qu'il aime tout le monde et qu'il est miséricordieux? Pourquoi est-ce que là, il va les condamner à l'enfer? Pourquoi est-ce qu'un Dieu aimant ferait ça? Et donc, toutes ces questions-là m'ont amené à vouloir aller voir les autres, à comprendre. Et donc, c'est vrai que ces jeunes-là, si on n'a pas cette possibilité-là, si on n'a pas... moi, j'ai pu aussi, par le biais de la lecture, comme j'ai déjà l'exprimé, le fait de lire aussi, de voir qu'il y a des écrivains qui sont passés par des moments douloureux, mais qui ont pu sortir de ces dynamiques-là, moi, ça me réconfortait, ça me donnait de l'espoir et de me dire, moi, je ne veux pas la colère, je ne veux pas la haine, je veux justement grandir, mais dans le meilleur, en essayant de donner plutôt de l'amour, en essayant d'être la plus, comment je dirais, la plus juste possible vis-à-vis des autres. Et aussi d'essayer d'être la plus juste vis-à-vis de moi, parce qu'évidemment, on est très, comment je dirais, très critique vis-à-vis de soi-même aussi. Hein. Quand on a été blessé, on manque de confiance en soi, on peut arriver à s'insulter soi-même, à trouver qu'on n'est pas à la hauteur, etc. Donc tout ça, c'est un travail à travers les livres, l'art. Et je pense que tous ces médias, tout ce qui permet d'exprimer, on devrait de plus en plus l'exploiter auprès des jeunes, justement, dans certains quartiers. Alors Boris Cyrulnik disait justement quelque chose, je ne sais pas si tu l'as lu, mais notamment dans son dernier livre, il parle justement de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire du fait que la créativité, lui parle surtout des livres, hein, la lecture autant que l'écriture, et que ces choses-là peuvent soigner et peuvent être des tuteurs de résilience. Et pourquoi je parle de Boris Cyrulnik? Parce que eh bien, cette personne nous apprend qu'en fait, par l'écriture, par la lecture et par toutes ces choses-là, on peut arriver à s'en sortir et on peut arriver à verbaliser nos colères et à verbaliser toutes ces choses. Mais il nous apprend aussi que pour qu'on puisse verbaliser tout ça, il faut en face qu'on ait quelqu'un qui soit capable d'entendre. Et souvent, on néglige ça. Et je me dis, parfois, il y a cette petite critique envers, en l'occurrence, mon pays, la France, mais ça doit être, à mon avis, valable en Belgique. C'est est-ce qu'on n'a pas eu aussi des gens dans les services. Oula, j'ai eu un gros bruit là. Désolé. Est-ce qu'on n'a pas eu aussi en France, dans notre pays et puis en Belgique, je disais, des gens qui, dans les services sociaux de l'époque, dans tous les cadres associatifs de l'époque, n'ont pas été capables d'entendre ces douleurs au nom de ce que moi j'appelle le racisme de gauche. C'est-à-dire, en gros, bon, tous ces sauvages, ils sont bien gentils, vivent entre eux, nous on touche notre prime, foutez-nous un peu la paix, on comprend rien à vos problèmes de toute façon. Et je grossis le trait, évidemment que tout le monde n'est pas comme ça, évidemment qu'il y a des gens qui ont essayé et qui n'ont pas compris, mais je grossis un peu le trait, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce racisme de gauche qui, voilà, ils prenaient leur argent de l'État et puis ils se disaient,
bon, on comprend pas trop leurs problèmes. Après tout, c'est leur culture. Et puis en face, il y avait aussi un miroir qui disait, ouh là là, attends, mais ça c'est notre culture, tu peux pas y toucher. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose comme ça qui fait que les États qui ont accueilli ces premiers immigrés n'ont pas eu l'oreille, n'ont pas eu la bienveillance et peut-être n'ont pas eu l'intelligence d'entendre ces douleurs et de les comprendre et de les traiter du coup? Bah, je crois, en tout cas pour ce qui est des États, ils ont amené une main-d'œuvre, en tout cas pour nous, pour la Belgique, parce que c'est ça qui est différent entre la Belgique et la France. Chez vous, il y a quand même eu un colonialisme, donc il y a un rapport à l'autre qui est différent. Entre la France et l'Algérie, il y a un autre rapport. En Belgique, c'était plutôt de la main-d'œuvre. En même temps, quand j'écoute les personnes qui sont venues, donc mes grands-parents, mon père qui a travaillé en Belgique, ou quand j'entends ma mère qui me dit on vivait bien entre nous ici. Mais quand elle dit entre nous, elle parle de tout le peuple, hein, belge, immigrés, étrangers, etc. Elle disait mais on vivait bien, on s'entendait bien, on pouvait discuter, on pouvait sortir, il y avait une bonne ambiance. Je pense que même pour la question je pense qu'au niveau politique, ils n'ont pas vraiment fait attention parce qu'ils ne connaissaient pas l'autre, ils ne connaissaient pas la culture de l'autre. Et je pense qu'ils ne se sont pas posé la question tout simplement parce qu'il y avait dans l'esprit de la majorité de la communauté qu'on allait retourner, une fois qu'on aurait fini de travailler, on retournerait au pays. Et donc, beaucoup de ces familles n'ont pas déposé leurs valises. C'est-à-dire que les caisses étaient toujours faites et on attendait, on se disait, bon, on va repartir. Donc, dans la population belge, on se disait aussi, du coup, bah, ils vont partir et ils ne considèrent pas qu'ils vont rester ici. Donc, ça, c'était au départ. Ensuite, je pense qu'au niveau des travailleurs sociaux, je pense qu'ils étaient désemparés. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez, on donne pas des moyens pour travailler sur ces questions-là. On le voit pour tout. Moi-même, j'ai été confrontée. Et alors, ça peut être frustrant. C'est-à-dire que soit on accepte le fait que, d'abord, il faut accepter le fait qu'on n'est pas des sauveurs, qu'on n'est pas là pour aider, qu'on ne donne pas l'aumône, etc. Il y a notre ego aussi qui joue. Hein, donc, il faut bien se recadrer et se dire qu'on n'est pas là pour sauver les gens, mais pour les accompagner à un moment donné, mais que c'est eux qui ont une prise sur leur avenir et sur leur vie. Et ça, c'est pas évident parce que quand on nous enseigne dans les écoles sociales, en règle générale, on prétend justement qu'on vient en aide, qu'il faut pour faire bien, c'est toujours pour faire bien, il faut faire les choses de cette manière-là. Les pauvres, ils sont comme non. Je pense que justement quand on parle de victimisation, tu vois. Donc les travailleurs sociaux, c'est pas que ils ne voulaient pas entendre, c'est que d'abord c'est très lourd d'entendre la violence. Mais une fois que tu l'as entendu, qu'est-ce que tu fais sur le terrain concrètement? Quels sont les appuis? Quelles sont les aides? Chez qui tu peux aller frapper à la porte pour pouvoir obtenir une aide pour venir aider ces jeunes-là ou ces enfants-là ou ces familles? On a très peu de retours. La justice est débordée. On voit qu'il n'y a pas de place en institution et que même en institution, les gens font comme ils peuvent. Quand évidemment, quand c'est fait, quand il n'y a pas de violence au niveau institutionnel, hein, je parle bien volontaire. Il y a eu des dérives aussi hein, de violence, etc. Mais quand on a un travailleur social qui a vraiment envie de faire son travail, il est très difficile psychologiquement de soutenir quand tu sais que si tu interpelles le juge, de toute façon, il n'y aura pas de suivi. Si tu vas dans une structure, il n'y aura pas de suivi. Donc, du coup, ça peut être frustrant. Mais du coup, juste t'interromps, excuse-moi pour placer une parenthèse, c'est que ce que tu dis est totalement vrai parce que moi je l'ai vécu dans ma chair, c'est-à-dire que j'ai vu deux éducateurs qui frappaient tout le monde, y compris moi, donc je sais que ça existe aujourd'hui, ils ont été virés de la PJJ de ma ville, la protection judiciaire de la jeunesse pour ceux qui connaissent pas, mais j'avais aussi une éducatrice qui était extrêmement bienveillante et qui a essayé de s'occuper de moi, mais je voyais dans ses yeux l'impuissance. Et qu'est-ce qui explique cette impuissance? C'est-à-dire que si tu réfères au juge, à l'époque, moi, pour mon cas, c'était le juge des enfants. Personne ne réagit. Comment tu peux… Parce que moi, je connais pas tellement le milieu éducatif et le milieu social, si ce n'est pour y avoir été résident, mais je connais pas l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait du coup que ça bloque à ce niveau? Est-ce que c'est vraiment… Ils sont débordés à ce point? Ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de laxisme? Non, non, je pense pas que ce soit vraiment de laxisme, mais je pense vraiment que humainement, c'était très difficile parce qu'il y a un manque de moyens. On ne donne pas suffisamment de moyens déjà, mais ne serait-ce que, comme tu l'as vécu, je suppose que c'est pareil pour chez vous, mais il y a peu d'éducateurs par rapport à tu vois, le nombre d'enfants qui sont pris en charge. Moi, dans mon travail en tant qu'éducatrice spécialisée, à l'époque j'étais éducatrice spécialisée, j'estimais que je pouvais m'occuper de 4 enfants maximum si je voulais vraiment faire bien mon travail. Au-delà, on ne peut plus les écouter.
On peut plus les entendre, on peut plus percevoir, tu vois, ces petits indices qui disent ah mais cet enfant, il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas et que je dois creuser. Et donc forcément, tu peux arriver avec une tête et te dire bon, je suis empathique, mais qu'est-ce que je peux faire? Mm. Moi, j'ai jamais abdiqué, j'ai toujours refusé d'abdiquer. Donc, j'essaie quand même de trouver des moyens de travailler en partenariat, soit avec des assistantes sociales de police que je savais qui feraient leur travail, des juges qui étaient ouverts, avec qui je pouvais discuter et qui m'écoutaient, parce que ça aussi c'est important, c'est prendre le temps d'écouter les autres intervenants. Les juges n'ont pas toujours le temps non plus, n'ont pas les moyens. Franchement, en tout cas en Belgique, financièrement, l'État ne donne pas énormément. Donc, il y a vraiment un problème. Ils s'en plaignent eux-mêmes. Donc, tout ça fait qu'il y a un manque. Et donc, on ne peut pas vraiment être présent totalement pour les enfants. Et donc, il y a aussi au niveau institutionnel. C'est-à-dire que moi, au niveau institutionnel, à l'époque, dans mon institution d'un service d'aide à la jeunesse, j'ai interpellé ma direction en disant, écoutez, moi, ma règle, c'est 12 enfants, 4 enfants par éducateur. Ouais. Pas plus, parce que je pourrais pas faire du bon travail. Et je le refusais. Donc, si on me disait, ben non, tu sais, on reçoit des subsides, ça, je disais non, tant pis, moi, je refuse. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je n'accepterai pas plus d'enfants. Et je pense qu'il y a une position que nous devons prendre et que les travailleurs sociaux se sont sentis tellement débordés qu'ils n'ont jamais été au front. Ils auraient pu sortir, aller manifester, dire ça va pas, on a un problème. Tu parles très justement de la violence. La violence, elle se trouvait pas que dans ces institutions ou au sein des familles. En fait, c'était très large. Dans la société, il y avait on savait quelque part, d'une manière insidieuse, qu'il y avait de la violence intrafamiliale envers les femmes, envers les enfants, et on le sait actuellement aussi. Mais c'est tellement, on va dire qu'il y en avait tellement, que je pense qu'il était plus facile peut-être pour eux d'essayer de faire comme si on ne voyait pas le problème. D'accord. Et du coup, ça m'envoie vers deux autres questions. La première question, pardon, c'est cette violence intrafamiliale. Je vois que tu insistes beaucoup sur cette violence intrafamiliale. Comment tu peux expliquer cette violence intrafamiliale? Est-ce qu'elle est spécifique dans les quartiers? Est-ce qu'elle est spécifique au niveau des personnes d'origine maghrébine ou maghrébine qui viennent d'émigrer? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est que pourrait-on faire en fait pour peut-être éduquer à moins de violence dans ces familles, sachant que même si on le voulait, on ne pourrait pas placer tous ces enfants ou la majorité de ces enfants où il y a de la violence. Effectivement, moi j'ai grandi en quartier, de manière insidieuse, on sait que la violence c'était voilà, c'est pour se faire respecter, c'est pour dire ça, c'est pour montrer qu'on est un homme, bref, c'est un moyen de communication la violence quand on est dans ces endroits-là. Comment pourrait-on faire pour justement éduquer à moins de violence dans ces endroits-là, sachant comme tu le disais, on manque de moyens, mais même si on le voulait, on ne pourrait pas placer tous ces gens. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau des parents, de la parentalité, et puis au niveau des enfants peut-être? Je ne sais pas comment tu vois ça, parce que du coup après, la violence après qui devient comme ça une institution ou un langage ou quelque chose auquel tu es habitué, bah, c'est sûr que si après tu as l'islam politique qui arrive et qui te parle de violence, bah, tu es moins choqué du coup. C'est comme un continuum en fait. Et donc voilà, je m'interroge, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là? Mais je vais dire, ça c'est un travail de tous les jours sur le terrain. D'abord, si on change notre façon, notre politique aussi de travailler sur le terrain, de ne plus être dans la victimisation, mais vraiment de faire du travail de fond. Moi, par exemple, ce que j'avais pris comme ma manière de travailler, c'était d'aborder toutes les questions avec ces familles. Il m'est arrivé d'avoir des mères qui me disaient moi je frappe mon enfant pour la corriger, mais d'un ton vraiment normalement, c'est-à-dire qu'elles ne voyaient pas le mal. Elles se disaient voilà, moi j'ai une fille, je vis seule, il faut que ma fille puisse s'en sortir, mais il faut qu'elle apprenne des règles pour pouvoir s'en sortir. Et comme elle n'écoute pas, je la frappe. Et Ouais. plutôt que d'être dans le jugement, je lui disais, mais tiens, mais est-ce que tu as discuté avec elle? Est-ce que tu lui as expliqué les choses calmement? Est-ce que tu as... mais bon, avant ça, je lui disais, mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'en la frappant, ta fille, elle a compris? Elle me disait, non, elle continue. Je dis donc, ça marche pas, en fait, en frappant. Est-ce que tu as essayé de discuter avec elle? Est-ce que tu as essayé de parler avec elle, etc. Au fur et à mesure des discussions, mais bon, c'est sur plus d'un an de travail, ça se fait pas du jour au lendemain. Elle a commencé à me parler de elle, de son éducation, comment, et de ses difficultés. Et à chaque fois qu'elle revenait, elle me dit, bah voilà, la semaine passée, j'ai pas frappé ma fille, j'ai discuté avec elle, on a été chercher une glace, on a pris du temps, etc.
Et en discutant avec elles, on peut voir quels sont les enjeux derrière, tu vois, les secrets de famille, les difficultés que ces personnes ont. Le fait de pouvoir les verbaliser pour elles fait que du coup, la violence peut diminuer pour leurs enfants et fait qu'on a une autre dynamique. Et malheureusement, c'est toujours le même problème. Je suis désolée, mais c'est vrai que le manque de moyens de personnes sur le terrain, moi j'ai pu faire ce travail avec quelques personnes, mais cette violence n'est pas que au sein de certains quartiers ou des familles d'origine maghrébine ou étrangère. Ce qu'il y a, c'est que dans ces familles, c'est peut-être plus présent parce qu'il y a des circonstances, on va dire, autour, ou parce que par leur propre vécu, il y a des choses qui fait que, mais on peut les retrouver dans les familles belgo-belges ou françaises Ouais. d'origine. Donc, c'est pas, mais elles sont diverses aussi, tu vois. Ouais. Mais tu veux dire plus comment dire, un contexte économique et social, ou plutôt je veux dire, comment dire, un contexte éducatif, je veux dire ce qu'ils ont. Ça peut être, ça peut être socio-économique, bien que socio-économique, ça ne peut pas tout justifier, on ne peut pas tout réduire à ça. Ce qui serait, parce que ce serait vraiment faux. On sait qu'il y a des familles qui sont socialement, économiquement défavorisées, mais qui arrivent très bien. D'un autre côté, tu as aussi l'éducation, le capital culturel. Moi, j'ai déjà été aussi dans la précarité, mais le fait d'avoir un capital culturel m'a permis de pouvoir aller chercher des ressources, de la gratuité, tu vois, aller chercher dans des lieux des livres gratuits pour pouvoir justement apporter voilà, des activités à mes enfants qui sont pas coûteuses ou qui sont pas coûteuses du tout. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs qui peuvent expliquer en fait. Donc on peut pas s'arrêter que sur le côté socio-économique. C'est comme pour les attentats et tu vois, quand on veut expliquer les attentats par le socio-économique, on voit très bien que quand on voit les profils des djihadistes, qui ne sont pas tous d'un profil socio-économiquement défavorisé. Donc on peut pas utiliser ça. Par contre, mais bon, j'ai pas de non plus une explication, on va dire, toute faite là-dessus. Je pense que c'est des choses qu'il faut encore creuser, parce que justement, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, il y a beaucoup de réflexions à avoir, de débats. Mais si on ne permet pas ce débat-là, si on ne permet pas cette réflexion-là et ces analyses, et qu'on ne nous permet pas de décrire, d'être factuel sur ce qui se passe sans être traité d'islamophobe, de raciste, etc., on ne va jamais arriver à s'en sortir ou à trouver des pistes. Je pense que pour moi, c'est ça qui est important. C'est qu'on puisse se dire, OK, ici, on n'est pas dans des jugements de valeur, on veut analyser, on est sur le terrain, on essaye de récolter des témoignages, et essayons d'en faire quelque chose, essayons de voir qu'est-ce qu'on peut en ressortir, quelle est la cause, les comprendre. Le djihadisme, c'est pareil, il y a eu à un moment donné des attentats. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à y aller finalement faire le djihad? Il n'y a pas eu énormément, il y a eu des travaux bien sûr qui ont été menés, etc. Mais je pense qu'il faudra encore quelques années pour réellement comprendre, pour savoir vraiment ce qui s'est passé et ce qu'on pourrait faire dans l'avenir. Pour l'instant, pour moi, ça reste encore un petit peu, c'est le début. Mais est-ce que ça interviendra, cette fameuse recherche ou cette fameuse critique? Parce qu'on voit, comme tu le disais, par le concept d'islamophobie, que c'est quand même extrêmement compliqué de fouiller et de regarder la réalité, puisque on en arrive à des extrêmes où certains nous expliquent que la réalité est raciste. C'est-à-dire quand on explique ce qui se passe dans certains quartiers, moi j'ai grandi en quartier, c'est quand alors j'étais dans un foyer au milieu d'un quartier, donc j'ai cumulé. Mais je veux dire, quand je sortais au quartier, je veux dire, après 8 heures du soir, il n'y avait plus une femme dehors. Dire ça aujourd'hui, si je dis ça, je suis considéré comme islamophobe ou comme raciste. C'est un fait, je l'ai vu. Je sais que ça existe encore puisque je retourne, j'ai des contacts au quartier, je sais que c'est des choses qui existent. Et ces choses-là, j'ai l'impression que la classe politique s'interdit de les nommer précisément. Et si on s'interdit de nommer, alors c'est un exemple, hein, il y en a des autres, mais cet exemple-là, si on s'interdit de les nommer, on ne peut pas faire de la recherche sur sur ce qu'on refuse de voir. Et moi, c'est ça qui me fait très peur. Donc, je ne sais pas comment on peut s'en sortir de ça et comment on peut faire comprendre que aider les gens, c'est pas nier leurs problématiques, c'est pas nier leur réalité, et montrer les problématiques, c'est pas non plus les stigmatiser ou les enfoncer, c'est leur dire, voilà, il y a un problème spécifique à ce niveau-là, on va travailler là-dessus et on va vous aider justement, comme tu le disais, à vous émanciper de tout ça. Et je sais pas, je veux pas paraître un peu complotiste ou un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de volonté non dite de laisser ces gens s'ensauvager entre eux tant qu'ils viennent pas
tant qu'ils viennent pas trop près, on achète la paix sociale parfois. Voilà, pour dire les mots, c'est un petit peu ce que j'ai l'impression avec les gouvernements et on se refuse de voir des problématiques réelles. Ben, d'abord, pour que un homme ou une femme politique puisse faire son travail d'homme et de femme politique avec, voilà, j'espère avec des convictions, bien que j'ai l'impression que de plus en plus les convictions de valeurs humaines commencent à se perdre depuis pas mal d'années. Je pense que ces hommes et ces femmes politiques, comme tu le dis très justement, il y a un clientélisme. Hmm. À qui sert en fait le fait de ne pas nommer les choses? En premier lieu, c'est l'extrême droite et c'est les islamistes. Les islamistes qui ont noyauté des partis politiques d'une manière transversale. Il n'y en a pas une qui est moins touchée que d'autres. Hein. Généralement, ils sont quasiment tous maintenant touchés. En leur sein, on peut retrouver des gens qui sont complaisants et qui revendiquent des combats, on va dire, qui a trait à la religion. Il faut avoir beaucoup de courage pour pouvoir dire on n'est pas d'accord avec ça, même au sein de son parti politique, parce qu'il y a ces enjeux électoraux. On sait que dans certains quartiers, il y a énormément de personnes de confession musulmane, donc on s'imagine que tous les musulmans sont d'accord avec ces quelques islamistes qui sont dans ces... Parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, mais par contre, leur voix est portée en avant, parce qu'eux, ils ont compris là où il fallait aller se placer pour se faire entendre. Et donc, finalement, même les musulmans qui ne sont pas d'accord avec ça, au sein des quartiers, ils peuvent pas le dire, évidemment, parce que là, c'est la violence envers eux, on essaie de les faire taire aussi, etc. Donc, il y a une pression au sein de la communauté, il y a une pression religieuse islamiste qui est bien présente, aussi bien au niveau politique, mais aussi sur le terrain. Il va falloir avoir beaucoup de courage et oser dire les choses, parce qu'à l'heure actuelle, il est plus courageux de dénoncer les dérives islamistes, et je dis bien islamistes et pas tout ce qui est attrait à la religion musulmane ou les musulmans, etc., que de dire on est d'accord avec, par exemple, allez, je vais prendre l'exemple du voile, puisque ça suscite pas mal de passion, etc., qui est quand même souvent, parce qu'on dit, on parle tout le temps du voile, vous mettez toujours le voile en avant, etc., vous êtes des racistes ou des islamophobes. Mais il faut quand même rappeler que les premiers à en parler, ce sont les islamistes, c'est eux qui les revendiquent. C'est pas du tout les opposants. Les opposants, eux, ils réagissent face à ça en disant mais nous, on veut que tout le monde on veut vivre ensemble. On ne veut pas d'un programme islamiste. On veut la séparation toujours de l'État et du religieux. Et ça, je trouve que c'est légitime. Donc pour moi, à partir de là, je pense qu'une personne, elle ne doit pas avoir honte et se dire je serais raciste en pensant ça. Non, je pense qu'on peut être raciste qu'à partir du moment où il y a un vrai rejet de l'autre, sans, comment je dirais, un rejet de l'autre massif, c'est-à-dire qu'ici, on met le doigt sur un problème qui est une minorité qui est fasciste à la base, les islamistes. On n'attaque pas les musulmans. Si tu regardes sur tout le fil d'actualité de Bruxelles, que ce soit sur sa page ou sur Facebook, la plateforme, etc., il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de mépris vis-à-vis des musulmans, c'est toujours factuel en fonction de l'actualité et de revendications. Il y a eu des manifestations le 5 juillet par des militants concernant le voile et suite à la décision de la Cour constitutionnelle. Donc, il y a une offensive de leur part. Ben, nous, on se doit de réagir par rapport à ça. On ne peut pas laisser faire et se dire, bah, ma foi, j'ai pas envie d'être raciste ou traité de raciste, donc je vais pas parler de ça ou d'être traité d'islamophobe. Mais on n'appelle pas à la haine non plus. On est factuel, on reprend les faits. Et je pense que c'est ça, finalement, pouvoir en discuter d'une manière posée, sans la haine derrière et sans appel à ce qu'il y ait une confrontation. Pour moi, il faut un débat et avec des arguments. C'est clair parce on voit que même moi, je suis très souvent, alors mon travail est plus modeste que le tien, mais c'est un travail aussi d'information, un travail de mise en valeur des ressources livresques ou intellectuelles. Mais moi je vois des gens de l'extrême droite reprendre parfois mon travail, mais eux le font par haine. Et c'est vrai qu'on est gêné par cette dialectique entre l'extrême droite
franco-française ou belgo-belge, belgo-belge, pardon, les islamistes en face. C'est-à-dire que sans arrêt, ils s'envoient des missives et on a l'impression, comme ils font beaucoup de bruit, qu'on voit que. Et il y a des gens comme toi et moi qui ont envie d'avoir un débat apaisé parce qu'on a des vrais sujets d'interrogation et des vraies interrogations sur, voilà, on parlait du voile, sur le voile. Moi, je suis complètement contre le voile, mais pour des raisons féministes, pas pour des raisons. Pour moi, l'islam est une religion française et ça me pose aucun problème à partir du moment où elle respecte le cadre républicain. Et malgré tout, pour moi, le voile est un sujet. Et on est gêné par cette dialectique, c'est vrai, entre l'extrême droite islamiste et l'extrême droite voilà, des autochtones, des pays dans lesquels on parle de ces sujets. C'est vrai que c'est très embêtant. Mais malheureusement, la gauche a laissé des sujets qui étaient importants, en fait, qu'elle aurait dû porter. Elle l'a laissé à l'extrême droite. L'extrême droite, comme les islamistes, ont eu l'intelligence d'utiliser finalement ce manque, en fait, ce lieu de discussion par rapport à ces sujets-là, et l'utilise à mauvais escient. Si la gauche avait pris ça à bras-le-corps et avait réfléchi d'une manière posée sur ces questions-là, je pense qu'on n'aurait pas nourri l'extrême droite. Je pense que ce qui nourrit en réalité l'extrême droite, c'est le fait de ne pas en parler. Parce que les gens qui voient dans la rue et qui vivent dans des quartiers, qui voient ces difficultés, qui voient les islamistes gagner du terrain et endoctriner de plus en plus des populations, qu'elles soient belgo-belges ou d'ailleurs ou d'origine maghrébine et musulmane, c'est parce que justement la gauche n'en parle pas. Et donc, pour moi, il est important d'en parler pour éviter aussi que des gens basculent dans l'extrême droite. Parce que quand on regarde le discours de l'extrême droite, on a l'impression qu'ils sont sympathiques en fait, qu'ils ne parlent que d'un sujet, qu'ils en débattent. Or, c'est faux. On sait très bien, on connaît le programme de l'extrême droite comme on connaît le programme des islamistes. On sait que leur objectif final, c'est la haine et détruire l'autre. Et c'est là où nous, on doit continuer malgré tout, à se dire, nous, on n'utilise pas ces sujets-là pour, comme l'extrême droite, séparer les gens, mais on veut au contraire créer un débat ouvert entre les personnes, la vraie diversité, le vrai vivre ensemble, plus qu'il en est devenu galvaudé. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle de diversité, j'ai l'impression qu'en réalité, on parle de musulmans. C'est que diversité égale musulmans. Quand on voit les formations qui se donnent sur la diversité, quels sont les sujets qui sont abordés ? Le port du voile, le droit de pouvoir aller dans une entreprise, prier, etc. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Et je pense que ça, c'est dangereux. Ça, c'est nourrir l'extrême droite. C'est galvauder, c'est changer les propos, c'est dénaturer en fait les mots. Les mots ont un sens et il faut les respecter. Moi, je détiens pas, j'ai des lacunes aussi en termes, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi sur tout ce qui concerne les termes, etc. Mais bon, même si j'ai des lacunes, j'ai quand même la présence d'esprit d'aller chercher, d'essayer de comprendre, d'aller chercher le sens. Je n'ai pas la science et je ne pense pas qu'il y ait un propos qui se vaut plus qu'un autre. Hein. Moi, je ne me mets pas, je pense pas être supérieur ou inférieur à toi. Je pense qu'on est des êtres humains et qu'on doit arriver à discuter de ces sujets-là, qu'il faut pouvoir s'écouter, s'entendre, sans préjugés, mais débattons. On peut ne pas être d'accord, ça peut arriver, il n'y a aucun mal. On peut être d'accord, ben voilà, il n'y a rien à faire. Mais je pense que les désaccords, justement, nous permettent d'avancer. Pour moi, l'important, c'est que l'argumentation, confronter les idées, nous permet d'avancer. Si on est tous d'accord, c'est clair qu'on n'avancera pas, on finit par être d'accord, et ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. On le sait, on a bien vu des théories dans le passé qui étaient à ce moment-là vues comme étant quelque chose de révolutionnaire. Et maintenant, quand on regarde, mais finalement, on se dit, ben ouais, ils ont peut-être fumé à ce moment-là, on ne sait pas ce qui leur a pris. Non, c'est juste qu'à cette époque-là, c'est une révolution, ça a amené des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais maintenant, avec toute la réflexion qui a été menée, ben, on peut se dire qu'il y a une partie qui est bonne, mais une partie qui est mauvaise. Et donc, réfléchissons sur cette partie qui est mauvaise. Pourquoi elle est mauvaise et comment on peut améliorer. Écoute, c'est très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit sur le vase communicant entre la gauche et l'extrême droite. J'ajouterais juste, mais c'était dans ton propos, mais c'était implicite dans ton propos, mais je vais le dire clairement, c'est que la gauche a clairement abandonné beaucoup de ses valeurs d'émancipation au profit d'électoralisme et au profit de, je sais pas, d'une espèce de tolérance qui donne bonne mine le matin devant le miroir, mais qui n'aide pas les gens. Voilà, donc histoire d'avancer, je voulais également savoir un petit peu ce que tu penses de ces affaires qui ont fait grand débat avec l'affaire George Floyd, avec la famille Traoré en France qui a
qui a repris un petit peu de manière malhonnête, tu me diras si tu es d'accord avec ça ou pas d'ailleurs, mais de manière malhonnête l'écho qu'a eu à juste titre l'affaire George Floyd, à mon avis. Et cette racialisation qu'on voit de notre société qui me fait moi assez peur et où on voit des gens qui se disent racisés, moi je valide pas le mot, mais qui se disent racisés et qui, je veux dire, c'est le retour du sang, c'est le retour du sang pur, c'est le retour du sang racisé contre le sang français d'extrême droite, contre le sang belge d'extrême droite, et ça fait assez peur. Comment c'est intervenu tout ça et pourquoi, à ton avis? Depuis quelques années, il me semble que nous avons des théories qui viennent outre-Atlantique, en tout cas des pays anglo-saxons, hein, intersectionnalité, des coloniaux, etc. Ce qui se passe aux États-Unis, bon, aux États-Unis, il y a une histoire. Ils ont leur propre histoire. Avec l'esclavagisme, il y a une histoire quand même au niveau des lois. Il y avait une différence entre la traite des blancs entre les blancs et les noirs. C'est grégalisme, ouais, tout à fait. Et donc, il est tout à fait normal que là-bas, il y ait eu un combat à ce niveau-là de la part des personnes noires africaines noires américaines, pardon, pour s'émanciper, pour revendiquer leurs droits qui étaient légitimes, de se battre contre les injustices, cette violence vis-à-vis des Noirs, c'était complètement légitime. Nous, on a une autre histoire. On a eu aussi la Seconde Guerre mondiale, avec quand même un fascisme qui était présent, Hitler, qui a quand même commis des atrocités. On a pu le voir avec Auschwitz, les camps de concentration, d'extermination. Ici, en l'occurrence, avec Auschwitz, c'est plutôt extermination et les camps de concentration. On a cette histoire-là qui nous a frappés en Europe. Après que la guerre soit finie, etc., je pense que ça a tellement marqué que les gens, bon, on a commencé à découvrir les horreurs des camps, etc., on a commencé à dire plus jamais ça. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de race. On ne veut plus. Et donc, on a rejeté ces termes, race, etc. Donc, quand on parlait de race, pour nous, c'est clair que c'était attribué à un fascisme et à un racisme. D'autant que la science le confirme, hein, les races n'existent pas. Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il faut le maintenir absolument. Et nous, on nous importe maintenant des idées qui viennent de l'autre côté, on va dire, de la mer, qui finalement veut réinstaurer la race, veut nous reséparer entre ce qu'on a connu, entre les racisés, les blancs, les uns sont meilleurs que les autres, etc. Je pense qu'il faut faire très attention et on a mélangé des histoires. On a profité de ce qui s'est passé malheureusement aux États-Unis avec l'histoire qui s'est passée en France, donc pour la famille Traoré. Je peux comprendre que la famille Traoré, quand on est d'une famille, que tu as ton frère ou une sœur ou quelqu'un de la famille qui meurt, on est affecté. Peu importe ce qu'il ait fait. On peut être affecté et je peux le comprendre, le concevoir. Là où je ne le conçois pas, c'est que les médias relaient leurs propos parce qu'on sait que c'est un affect et que c'est normal. À la limite, c'est même presque normal qu'ils tiennent ce discours-là. Mais que les politiques et que les médias les valident ou que les scientifiques les valident, certains, pas tous heureusement, mais que certains intellectuels, on va dire plutôt, les valident. Là, je trouve que par contre, c'est très malhonnête. En connaissant toute l'histoire, évidemment, de la famille, mais aussi de ce qui a pu se passer. Je pense que la justice est là, elle fait son travail. Moi, je ne veux pas accuser ou dire qu'ils ont tort ou accuser cette famille-là. Je pense que la justice fait son travail et c'est à elle voilà. Je suis contre la justice populaire, une justice populaire ou voilà. Et du coup, on utilise ça ici, que ce soit en France, mais aussi en Belgique, on l'a aussi utilisé. On utilisait aussi l'histoire du colonialisme en disant la Belgique est raciste parce qu'il y a, on a toujours les statuts de Léopold II, etc. Moi, je trouve qu'il est important de parler de racisme. Quand il en existe, des discriminations, il y en a. Il y en a en France, il y en a en Belgique, et partout d'ailleurs dans le monde. Je veux dire, c'est pas l'Europe qui a le monopole du racisme. Il faut être clair, il y a encore de la maltraitance, de la violence dans les pays du Maghreb, dans les pays arabes, en Afrique, voilà, un peu partout. Et donc, pour moi, la question, c'était de se dire, il faut raconter l'histoire, mais l'histoire, pas celle qu'on se réinvente, pas l'histoire qu'on veut bien se réinventer pour justifier nos combats et nos théories. Je pense qu'on peut mettre en avant une théorie, mais il faut être très critique vis-à-vis de ces théories. Je pense notamment à l'intersectionnalité, etc. Quand on dit, par exemple, en Belgique,
pour parler de la Belgique, qu'il faut déboulonner les statues de Léopold, je trouve ça scandaleux, c'est refaire l'histoire. Ces statues existent. C'est très orwellien d'ailleurs, hein, refaire l'histoire. Il faut en parler. Il faut pouvoir raconter l'histoire aux jeunes, raconter l'histoire de ce qui a été la colonisation. Évidemment, ne pas fermer les yeux là-dessus. Et combattre le racisme, pour moi, les discriminations, je vais plutôt parler de discrimination. Parler de discrimination est très important, mais il faut y réfléchir pour que ce soit constructif pour tout le monde, que tout le monde en sorte grandi. Pas pour faire à ce que des gens, pas en faire, pas à ce qu'on fasse que des gens deviennent victimes et se réconfortent dans cette victimisation, mais puissent, on va dire, guérir leurs blessures, avancer pour justement arriver à prendre leur vie en main. D'ailleurs, il y a souvent ça, cette chose qui me saute aux yeux. Alors, il y a eu des articles qui sont sortis, je crois, c'est dans Marianne. Je mettrai ça en description, pareil, de notre vidéo. Mais il y a des gens qui commencent à dire, et moi je suis d'accord avec ça depuis très longtemps, parce que je l'ai vu, parce que j'ai grandi en quartier, j'imagine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les discriminations sociales et les discriminations raciales. C'est-à-dire que moi, j'ai subi des discriminations que des Maghrébins subissent. Sauf que moi, comme je suis blanc, je me suis pas dit c'est parce que je suis Maghrébin. Je me suis dit, voilà, j'ai compris que c'était une discrimination sociale. Et une personne qui est noire, donc subsaharienne ou maghrébine, aura peut-être plus facilement tendance à se dire, ah, c'est du racisme. Alors que non, c'est pas du racisme, c'est une discrimination, c'est vrai, mais c'est une discrimination sociale. C'est pas toujours le cas, évidemment qu'il y a des discriminations raciales, tu l'as rappelé, et tu as raison, ça existe, et il faut le dénoncer toujours. Mais il y a aussi, je pense, chez certains, ce qui fait d'eux des victimes raciales, c'est que, enfin, de racisme en tout cas, ça fait d'eux des victimes de racisme, et du coup, ils grossissent le racisme, c'est que quand ils sont victimes de discrimination sociale, ils pensent tout de suite que c'est une discrimination raciale. Ils font plus du tout la différence entre les deux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit dans le discours, que ce soit de gauche, de droite ou de partout, on parle plus du tout de discrimination sociale comme si elles avaient disparu. C'est-à-dire et du coup, ça envoie encore des gens à l'extrême droite parce que le petit blanc qui vit les mêmes choses, qui habite en quartier, qui vit les mêmes choses que le petit maghrébin à côté de chez lui, bah, il n'y a plus personne à part le FN qui le défend en France. Et du coup, bah, ça l'envoie dans les rangs de l'extrême droite parce qu'il se dit, il n'y a plus personne d'autre qui s'intéresse à moi. La gauche, elle s'intéresse plus à moi. La gauche, elle explique que si tu es bronzé, bah, tu es une victime, mais si tu es blanc, tu as un privilège, donc ferme ta bouche et essaye d'avancer. Sauf que bah, quand tu es victime de discrimination sociale, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle plus. Et je pense que ça aide pas les jeunes à sortir de cette victimisation, les jeunes issus de l'immigration, comme on dit aujourd'hui. Et ça n'aide pas non plus les personnes qui sont les autochtones, comme on dit, même si on n'est jamais vraiment autochtone si on va chercher dans les descendances. Mais bon, voilà, pour les franco-français ou les belgo-belges, eh bien, on voit que bah, ça les envoie dans les rangs de l'extrême droite parce qu'eux se disent, bah ouais, mais moi aussi je souffre et parce que je suis pas bronzé, ben on s'occupe pas de moi. Donc du coup, bah voilà. Et en plus, ça crée des tensions entre les gens. C'est-à-dire que il y en a qui vont te dire, et à juste titre parfois, qui vont te dire, mais attends, moi je suis blanc, je vis la même chose que toi. Est-ce que je me plains? Non, j'avance. Et quelqu'un qui est un peu plus coloré va dire, oui, mais attends, moi c'est à cause de ma couleur, c'est parce que je suis raciste, c'est parce que on est raciste avec moi, etc., etc. Et du coup, je pense que c'est vraiment une faute grave et lourde de la part de tous les politiques et de la part de toutes les personnes qui travaillent sur ces sujets, d'oublier qu'il y a quand même du social là-dessous, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont de couleur ou racisés, je ne sais pas comment dire, parce que je suis mal à l'aise avec ce terme, mais on voit qu'il y a des gens issus de l'immigration et puis avec une couleur de visage qui réussissent très bien dans la vie, s'ils viennent de familles bourgeoises, s'ils ont eu tout l'apport culturel qu'il fallait, s'ils ont eu l'apport financier, s'ils ont fait les bonnes écoles. Je pense notamment à Rokhaya Diallo qui a été faire les grandes universités américaines. Moi, je n'aurais jamais eu ça, malgré mon privilège blanc. Et je trouve que il faut vraiment remettre aussi du social là-dedans. Pas tout expliquer par le social. Je suis d'accord avec toi, tu le disais tout à l'heure, mais il faut quand même mettre du social là-dedans. C'est-à-dire que les immigrés, quand ils arrivent dans les pays dans lesquels ils arrivent, ils commencent comme tous les immigrés au bas de l'échelle sociale. Et si l'ascenseur social est cassé, ben ils montent jamais. Sauf qu'eux ont l'impression qu'ils montent jamais à cause de leur couleur de peau, alors qu'en fait ils montent jamais parce que il y a des questions sociales à traiter et qu'on ne traite. Comme tu le dis très justement, ça peut toucher n'importe qui. C'est La ça. question économique, la question socio-économique.
Mais malheureusement, on a des gens qui sont, je pense, quand même malhonnêtes et qui utilisent justement la question racialiste, racisée, etc., toutes ces notions, pour faire valoir finalement leur théorie, leur militantisme. Et donc, ils sont pas là pour aider qui que ce soit, ils sont pas là pour accompagner qui que ce soit. Et je pense que là, c'est là où il faut être attentif. C'est qu'ils vont utiliser des armes qui vont leur permettre, eux, de se mettre en avant et de militer quelque part, de mettre leurs valeurs en avant. On n'est plus dans ces questions. Quand le racisme, comme tu le disais, les discriminations existent partout. Et quand je parlais là tout à l'heure socio-économique, je disais bien, il n'y a pas que le socio-économique. C'est-à-dire que je ne veux pas complètement, au contraire, il ne faut pas tout rejeter. Je disais juste qu'il fallait faire bien attention de ne pas non plus tout mettre sur le socio-économique. C'est comme, je vais prendre aussi un autre exemple. Moi, en tant que femme, on sait qu'il y a énormément de violence envers les femmes. Donc, n'importe quelle femme à une certaine heure, ou même pendant la journée dans certains quartiers, on peut subir la violence. Si je vais dans la rue et que je subis une violence, et qu'un homme me dit, bah tiens, voilà, t'es mal coiffé, t'es mal habillé, t'es pas habillé comme il faut, etc., je peux me faire cracher dessus, ou ne serait-ce que parce que je me fais draguer lourdement, etc. Mais je vais porter plainte. Et je vais dire, bah voilà, on m'a agressé parce que, voilà, en tant que femme, on m'a insulté, on a eu des propos sexistes, etc. Si maintenant, je porte le voile, qu'une personne m'insulte, même pas par rapport au voile, etc., mais juste me dise les mêmes propos que j'aurais pu avoir sans voile, mais je peux aller porter plainte en disant on m'a insulté parce que je porte le voile. C'est ça. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en ce moment. Et finalement, c'est pour ça que tous ces combats se rejoignent, parce que ils ont des intérêts communs. Et c'est là où nous, on doit être vraiment vigilants. Comme je le répète et je le redis souvent, on a des lois pour nous protéger de toute discrimination, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit axée sur le sexe, sur le genre, sur l'orientation sexuelle, etc. On peut utiliser ces lois-là pour nous défendre. On a un appareil juridique pour ça. Mais ici, on sent qu'on utilise ça pour pouvoir justifier finalement ce qui est discriminant. Et donc, on inverse la discrimination. En fait, au lieu de pouvoir sortir de discrimination, on ne fait qu'inverser les choses. Et on va plutôt dire, si on prend le cas de tout ce qui concerne les racisés et les blancs, on va dire, ben voilà, les blancs sont comme ceci, les blancs se prennent ils ont d'un privilège, moi en tant que racisé, etc. Et donc finalement, on a bouclé. Et on ne peut plus rien dire. Moi, en tant que femme d'origine maghrébine, je ne pourrais pas parler d'une violence que j'aurais subie d'une personne qui est issue de la même communauté d'origine. Parce qu'on va me dire, attention, là, tu fais le jeu d'extrême droite. Voilà, c'est vrai, on arrive là. Et on en arrive à ça. Et donc, du coup, les femmes, on leur dit, vous pouvez parler des discriminations que vous subissez des blancs ou des gens qui ne sont pas de votre communauté, mais ne parlez pas de ce qui se passe à l'intérieur de chez vous, parce que sinon, vous faites le jeu d'extrême droite. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Exactement, et c'est ce qui moi me dérange dans mon discours, parce que moi je suis un peu médian, c'est-à-dire que moi j'ai grandi en foyer à 6 ans, donc j'ai eu aucun apport culturel. J'ai grandi dans un milieu maghrébin, j'étais très souvent en fugue à 15 ans, et j'étais recueilli par justement une famille d'Algériens qui avait cette hospitalité dont tu parles, et qui m'ont accueilli les bras ouverts alors qu'ils n'avaient pas grand-chose, puisqu'ils étaient réfugiés politiques en France. C'était à l'époque, c'était dans les années 90, donc à l'époque de la décennie noire. Donc j'ai vécu ça avec eux, leurs souffrances, leurs machins, etc. Je me souviens, on suivait tout ça à la parabole. Et pourquoi je raconte tout ça? Pour dire que moi, quand je raconte ce qui se passe dans les quartiers et quand je suis autocritique par rapport à l'islam et par rapport au quartier, en fait, moi, je m'autocritique moi. Mais comme je suis blanc, ça passe pas. C'est-à-dire qu'on a tout, les combats, en fait, sont rangés de manière colorimétrique. Tu es blanc, tu ne peux pas parler de ça. Oui, mais moi, c'est mon histoire. Donc, personne ne m'empêchera de parler de ça. J'ai beau être blanc, je suis désolé, j'ai grandi là-dedans. Donc, on ne peut pas m'empêcher de parler, et pourtant, c'est ce qu'on essaye de faire. Enfin, c'était juste pour aller dans ton sens et te dire qu'effectivement… C'est exactement ça. C'est qu'on est, comme tu le dis très bien et très justement, c'est qu'on veut faire taire les voix. Et qui a intérêt à pouvoir justement mettre en avant tout ça? Ce sont les gens qui sont des extrêmes et qui veulent justement qu'on vienne pas fouiner dans leurs affaires. Les islamistes, ils veulent certainement pas que des gens qui sont pas pro-islamistes viennent dire ah mais non, mais là je suis pas d'accord. C'est clair que
imaginons que tu es, je sais pas moi, que le cas d'un islamiste qui serait pro peine de mort, bah, il dira bah moi je suis concerné, moi je suis pour la peine de mort, c'est dans ma religion, etc. Donc j'invente, hein, là je donne un truc fictif. Ouais, ouais. Et toi tu dis mais moi je suis contre la peine de mort, je vais dire non 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 mais toi t'es blanc, t'es privilégié, tu connais pas, t'es pas de l'intérieur, tu ne peux pas donner ton point de vue. Mais alors, forcément, on n'avance pas sur ces discussions-là et sur ces sujets. Donc, on n'aurait jamais pu avancer si on était resté dans cette logique-là. On n'aurait jamais pu avancer sur d'autres questions, sur la question du racisme et de la discrimination. Les Noirs en Amérique n'auraient pas pu obtenir gain de cause sur justement leur combat qui était juste et légitime. On aurait dit ah ben écoutez, c'est la loi américaine, vous n'êtes pas concernés, vous êtes de toute façon noirs, vous n'avez rien à dire. C'est exactement ça, mais juste inversé. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment refuser tout ça et dire non. Même si moi, on peut me traiter de tout ce qu'on veut, hein, de fasciste, d'islamophobe ou n'importe quoi. Ok, argumentez. En quoi est-ce que mes propos ont été haineux, ont été fascistes, ont été discriminants vis-à-vis de quelqu'un? On a le droit de critiquer une religion, quelle qu'elle soit, tant qu'elle se fait dans le respect des individus, tant qu'il n'y a pas un appel de haine. Moi, il me semble que toutes les personnes que j'ai entendues, en tout cas, qui sont démocrates, hein, entendons-nous, hein, je ne parle pas des extrêmes, hein, et qui donnent leur point de vue, qui rediscutent. Et on a des musulmans aussi qui critiquent hein, l'islam et qui disent oui, il faudrait revoir certaines notions, etc. Ils ont le droit de le faire tant qu'ils ne le font pas en appelant la haine et en disant que tous les musulmans sont à tuer, sont à bannir, etc. Que tous ceux qui font partie de l'islam, voilà, on peut en discuter calmement, sans appel de haine. On a le droit de critiquer, on a le droit au blasphème aussi. Je pense qu'il faut aussi le rappeler. Moi, même si quelqu'un critique ou insulte, quelle que soit la religion, etc., c'est son point de vue, il veut la critiquer, mais il la critique, voilà, je vois pas pourquoi je vais pas intervenir là-dessus. À la limite, je peux dire que je suis pas d'accord ou d'accord, etc. Mais j'ai pas commencé à mettre une fatwa sur eux, à les condamner à mort, à condamner à ce que les gens aillent tuer. Est-ce que la vie d'un être humain vaut si peu? Et donc, finalement, c'est là où on en est. C'est qu'on est au point où on est en train de nous dire que finalement, la vie humaine vaut si peu et qu'on peut être la cible, on peut être tué parce qu'on critique, parce qu'on argumente, parce qu'on veut donner son point de vue. C'est très grave. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un point aussi que j'aurais voulu aborder avec toi. On en a un petit peu parlé, enfin c'est surtout toi qui en a un petit peu parlé, mais moi je voulais aller un petit peu plus dans le détail. C'est cette collaboration qu'on voit de plus en plus et on la voit de manière visible dans le sens où on voit de plus en plus de femmes voilées en fait avec les communautés LGBT. Et on voit, donc on va parler de ce féminisme intersectionnel. Et j'aimerais savoir comment tu analyses en fait cette communauté d'intérêts. C'est-à-dire que si ces gens militent ensemble, c'est qu'ils ont des intérêts communs. Quels seraient ces intérêts? Ben, comme on l'a juste dit avant, c'est-à-dire faire taire les voix qui iraient à l'encontre finalement de leurs idées. Donc il n'y a plus de critique possible. Et donc ces gens-là, ils ont cet intérêt-là commun. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir se dire, d'abord, on a, d'un point de vue, on va dire, chez les militants islamistes, hein, sur la question du voile, et d'autres sujets d'ailleurs, hein, il n'y a pas que le voile, mais sur d'autres sujets aussi, c'est qu'on voit que les islamistes sont très, très stratégiques, très fins stratèges. Ils ont compris que s'ils voulaient avoir gain de cause au niveau politique et au niveau sociétal, il fallait qu'ils montrent qu'ils étaient ouverts, qu'ils n'étaient pas du tout fermés sur certaines questions, sur l'homosexualité, voilà, sur différentes thématiques et voilà, qui ne sont pas antisémites, etc. Donc, ils vont rejoindre ces causes-là, mais en réalité, ça ne servira pas ces causes. En réalité, c'est que sur du moyen ou long terme, c'est pour renverser la tendance, c'est pour pouvoir, eux, avoir une légitimité dans l'espace public. Ouais, stratégique, quoi. C'est complètement stratégique. Parce que quand on vient de ce milieu-là, quand on les a fréquentés, quand on les connaît bien, qu'on a entendu leur discours, on sait très bien, et moi pour l'avoir entendu, que leur position sur les questions d'homosexualité, etc., je peux vous assurer que c'est des gens qu'il va falloir abattre. Les Juifs qui ont trahi l'islam, d'ailleurs pour eux, les Juifs et le judaïsme et le christianisme n'existent plus, parce qu'en réalité, tous ceux qui l'étaient
sont morts déjà à l'époque de Mohammed, puisqu'ensuite ils ont rallié, vu que la religion musulmane est la dernière des religions, celle qui clôture les trois religions monothéistes. Et donc, on est dans ces discours-là en intra, et Ouais. en extra, on montre qu'on est totalement ouvert. Mm. Et je ne comprends pas non plus les mouvements LGBT qui prennent part, on va dire, à ces mouvements-là, sans réflexion, sans qu'il y ait une réflexion critique. Peut-être parce qu'ils se disent, ben, eux, ils sont ouverts finalement, puisqu'ils acceptent l'homosexualité, ben, c'est qu'ils sont ouverts. Donc oui, laissons-leur aussi la liberté, le choix de porter le voile. Moi, j'ai l'impression que chez eux, du côté LGBT ou même du côté de la gauche, des gauches qui soutiennent ça, c'est qu'on est dans une espèce de narcissisme à la tolérance. C'est-à-dire, regarde comme on est beau, on tolère ces pauvres femmes voilées, que tout le monde discrimine, elles sont discriminées comme nous. Et moi, ce qui me fait peur dans tous ces mouvements-là, enfin, peur, c'est un grand mot, mais je veux dire peur dans le sens intellectuel, ça me fait peur parce qu'on voit tous ces gens complètement nier la réalité. C'est-à-dire qu'en gros, la réalité pour ces gens, j'ai l'impression, n'existe plus. On est dans un relativisme total où que le racisme n'existe ou pas, peu importe, ce qui compte, c'est mon ressenti. Que l'islamophobie existe ou non, ou on l'a vu en France, on a les chiffres du ministère de l'Intérieur, il est démontré que l'islamophobie est la discrimination par rapport à la christianophobie et à la judéophobie qui est la moins importante. Mais peu importe, on va faire beaucoup de bruit nous, la réalité ne compte pas, tout est relatif. Et on a un petit peu pareil chez les LGBT qui sont également dans un relativisme et dans un déracinement total qui leur fait nier la réalité aussi. Donc là, c'est un peu plus au sens philosophique que je me suis intéressé à tout ça, c'est ce fameux relativisme. Alors, je me suis d'abord intéressé au relativisme culturel qui assigne des comportements et qui voudrait accommoder la loi selon la communauté d'origine, la communauté d'appartenance, pardon, que ce soit réel ou supposé. Et donc, du coup, j'ai l'impression que tous ces gens ont quand même un petit peu du mal à regarder la réalité et vivent dans des dogmes, dans des choses qui sont complètement hors sol et déconnectées de la réalité. Ça me fait un petit peu peur, ça, j'avoue. Mais au-delà de la réalité, c'est même s'empêcher de réfléchir. C'est ça qui est grave. C'est Ouais, qu'on s'empêche la réflexion. Ils ne connaissent pas non plus ce qui se passe à l'intérieur. Je pense qu'il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance des enjeux, de ce qui se passe, de ces phénomènes. Et on s'empêche de réfléchir, de poser les bonnes questions. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des associations, des groupes comme les LGBT ou autres, en fait, on s'empêche de penser tout simplement. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est par paresse intellectuelle? Évidemment, il est plus facile de ne pas aller chercher, de ne pas aller lire ou de ne pas s'autocritiquer plutôt que de creuser un petit peu et de faire un effort. Mais j'espère en tout cas que c'est pas ça, parce que ce serait dramatique. Donc, je pense réellement que ici, je te rejoins dans le sens où on ne doit pas s'empêcher de réfléchir. Et pour moi, c'est ça qui est dangereux. C'est que tous ces groupes empêchent la réflexion, empêche le débat, empêche l'argumentaire de telle manière à ce que plus personne ne peut réellement critiquer. La critique, c'est ce qui nous permet d'avancer. Tant qu'il n'y a pas de critique, on n'avancera pas. On reste sur un même plan et on laisse du coup arriver toutes les dérives qu'on peut imaginer, qui soient les pires scénarios qu'on puisse imaginer, qu'on a déjà eu dans l'histoire. c'est ça. Pour aller dans ton sens, justement, on a vu aux États-Unis, qui est pourtant un pays qui fait de la liberté une religion presque, on a vu des gens comme J.K. Rowling, comme Kamel Daoud, comme enfin tout un tas de personnalités, je crois qu'elles sont 120 personnalités, plus d'autres gens dénoncer un petit peu. Le mot est peut-être fort, mais cette espèce de petit totalitarisme de gauche qui voudrait justement nous empêcher de penser et de réfléchir de nos jours, et on n'aurait plus le droit de penser quand on essaye de penser ces fameuses communautés qui ont été désignées par ces mêmes personnes comme victimes. Voilà, elles sont victimes et une victime, on ne peut pas la critiquer, elle est victime, point. Et on s'interdit de penser tout un tas de choses. Quel sujet je voulais aborder avec toi? Je voulais également aborder plus précisément le sujet de ce que fait ton association, en tout cas l'association à laquelle tu appartiens, au quotidien, parce que c'est quand même ça qui est important et c'est là-dessus aussi que je voulais t'entendre, c'est savoir un peu quel est votre travail et votre action quotidienne pour éventuellement peut-être donner des idées à des gens et créer des émules de votre association que je trouve moi très pertinente. Alors, ici, on parle, on a une plateforme donc sur Facebook. Voilà, il faut savoir qu'il y a deux pôles, comme je disais, mais j'ai pas pu aller plus loin parce que bon, après,
nos discussions prennent des formes où on a envie de continuer encore à aller plus loin. On a deux pôles. Il y a le pôle scientifique qui est constitué de scientifiques et d'experts qui ont une expertise dans ces différents domaines sur les fondamentalismes. Et puis de l'autre côté, on a sur la plateforme donc de Haut Bruxelles sur Facebook tout ce qui concerne lanceurs d'alerte et discussions, débats avec argumentaires, etc. Notre objectif ici dans cette plateforme, c'est d'abord au niveau scientifique, c'est de pouvoir continuer à faire des recherches, analyser, argumenter, et de pouvoir ensuite ramener ça vers les citoyens. Que ça reste pas cloisonné uniquement entre académiciens. Et qu'on puisse comprendre ces phénomènes. Parce qu'il y a eu pas mal de questions, on voit que dans les réseaux sociaux, etc., il y a eu beaucoup de questionnements sur différents sujets. Et donc ici, c'est de pouvoir vraiment expliquer d'une manière la plus compréhensible pour tout le monde ces phénomènes. Au sein de la plateforme, on est dans discussions, des débats, on alerte parfois, il suffit qu'il y ait un sujet, on le ramène, on essaie de l'analyser, on essaye aussi à ce que les gens, les citoyens, parce que c'est une plateforme vraiment participative, on essaie à ce que les gens puissent venir aussi poser des questions, mais aussi donner leur avis, être très critiques sur ce qui a été fait et donner leur point de vue et dire tiens, comment est-ce que moi j'ai vécu cet événement-là. Et à ce moment-là, on essaye d'analyser et sortir vraiment de ces combats passionnés et passionnels où que ça vire finalement dans des espèces de tu es ceci, tu es cela, etc., d'accusations, mais plus que dans quelque chose de constructif. Ouais, donc, donc, il s'avère que depuis quelque temps, on a pointé du doigt pointé du doigt, c'est-à-dire qu'on a pris certains sujets qui étaient forts pour la Belgique et qu'on a mis en avant au sein de la plateforme. Et nous avons essayé de discuter sur ces sujets-là. Et on a eu très vite des intimidations pour certains d'entre nous, des menaces de mort, etc. Moi, j'en ai eu. Donc, il a été décidé pour permettre à ce que des gens puissent écrire, puissent poster, on va dire, une discussion sur la plateforme, c'est d'utiliser un compte commun qui s'appelle donc la Plume Calame. Certains l'ont vu comme un corbeau, ce qui n'est pas du tout le cas puisqu'elle appartient à Haut Bruxelles. Au Bruxelles, on avait au départ un compte qui s'appelait l'eau, mais il a été très vite dénoncé par justement nos détracteurs pour essayer de nous faire taire. Donc, on a créé un compte qui s'appelle la Plume Calame où différentes personnes, des gens qui ne veulent pas forcément pour des questions de sécurité. Moi, j'étais de toute façon déjà tête grillée, donc voilà. Mais c'est pas forcément moi qui vais parler derrière le nom de la Plume Calame. Il y en a d'autres. Et pour nous, c'est surtout protégé parce qu'on peut, à l'heure actuelle, on peut perdre notre emploi, on peut se faire insulter, on se fait menacer de mort, on peut se faire violenter dans la rue. Donc, pour nous, c'est important que les gens puissent continuer à s'exprimer tant que ça se fait dans le respect. Et là, avec ça, je pense que dans l'Observatoire, l'Haut Bruxelles, on est très clair là-dessus. On ne veut pas de dérive non plus, ni d'extrême droite, ni d'islamiste. Donc, tout propos qui soit d'extrême droite ou islamiste ou fondamentaliste, il sera automatiquement supprimé. Il faut les arguments doivent toujours être amenés, ça doit se faire dans un échange de respect mutuel entre les différentes personnes. Alors, ici, je dirais que l'objectif, c'était de donner la parole pour éviter que non seulement des personnes belgo-belges, françaises, parce qu'elles s'adressent à la Belgique, mais elles s'adressent aussi à tous les francophones des pays de la francophonie pour pouvoir parler de ces sujets-là. Et l'idée, c'est que beaucoup de personnes, comme on l'avait déjà dit, qui ne se retrouvent pas seules, isolées, avec une rancœur parce qu'on n'entend pas leur souffrance, etc., mais leur donner un espace où ils peuvent venir s'exprimer et on peut les entendre. C'est-à-dire que nous, on ne va pas les juger, on ne va pas leur dire « oui, mais ce que tu dis, c'est mal », mais on va plutôt leur dire bah, « tiens, pourquoi est-ce que tu penses ça? Explique-nous, qu'est-ce que tu vis au quotidien ?» Et les gens vont pouvoir échanger. On a eu aussi des personnes qui nous ont témoigné leurs expériences qui sont de confession musulmane laïque et qui eux-mêmes disent « mais nous, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans nos quartiers, mais on ne peut pas le dire, sinon je vais devoir déménager, j'ai peur pour mes enfants et ainsi de suite. » Donc tout ça, c'est une réalité et qu'on peut pas nier. Et c'est pour ça qu'on a subi donc dans une affaire là qui a secoué, on va dire un petit peu les médias belges et notre plateforme.
c'est qu'il y a eu cette affaire avec les cartes blanches la semaine passée, où on a dû essuyer quand même pas mal d'insultes, pas mal d'injures, on a dû répondre. C'était assez virulent. Et Et toute cette histoire il y avec a, la carte blanche, pour ceux qui nous regardent? Et alors, donc il y a une journaliste, enfin une personne en tout cas qui est journaliste, qui a écrit une carte blanche sur le voile et l'IVG. Donc voilà, non, ils peuvent aller le lire, hein, c'est pas, on le retrouve hein, donc du Ouais, soir. je le mettrai en lien aussi. Voilà. Et il y a une autre carte blanche qui a été écrite en réponse donc à cette carte blanche de la journaliste par Florence Bergeau-Blaclair, qui est chercheuse pour l'Observatoire de des fondamentalistes, des fondamentalismes, pardon. Donc, au départ, c'était au Bruxelles, il y a eu, elle a énoncé donc des contre-arguments. Beaucoup de gens ont dit ah mais ce serait bien d'en faire une carte blanche parce que ça amène énormément pour comprendre en fait la situation et vos arguments sont plutôt justes. Donc, elle demande au journal, un média français, donc de pouvoir publier une réponse à cette personne, à cette journaliste. Et donc s'ensuit des péripéties qui ont été aussi qui ont été décrites par un journaliste qui s'appelle Marcel Sell, puisqu'après on a eu des médias finalement qui ont pris qu'une seule version et qui ont pris position pour cette journaliste et qui finalement en fait ils ont via une organisation ils ont porté plainte contre l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles pour nous accuser en fait d'avoir harcelé, diffamé cette personne. Et nous, on a toujours dit et invité toutes les personnes et les journalistes à venir sur la page de Bruxelles pour pouvoir lire notre contenu, voir toutes les personnalités qui appartiennent. Et on sait très bien qui fait partie on va dire, de Bruxelles. On affiche hein, les personnes qui nous soutiennent. On est, pour le coup, très diverses. On a des gens de vraiment toutes les cultures, de toutes tendances politiques, hormis les extrêmes, je le répète, de toute origine, etc. Et notre volonté, c'est vraiment le débat et l'argumentation, les analyses, etc. Et interpeller. Tout ça se fait toujours vraiment dans le respect des individus. Et là, on sent on a pu faire aussi des liens entre certains d'un mouvance islamiste, des frères musulmans, etc. Et tout ça a pris des proportions telles qu'on est attaqué. Bon, moi, je ne suis pas directement attaqué parce que pour eux, je suis racisée. Donc, on va utiliser d'autres méthodes. Et les autres méthodes, c'est l'intimidation, c'est des messages en privé me disant tu te rends compte, tu insultes tes sœurs musulmanes, tu nous trahis, tu trahis tes sœurs musulmanes, t'es qu'une raciste, etc. Tu as basculé dans le fascisme. D'autres qui me disent attention, si tu continues là-dedans, tu vas avoir des répercussions, donc clairement des menaces. Et puis, on attaque plus virilemment Florence Bergeau-Blaclair qui a écrit cette carte blanche et où c'est infondé. Donc, moi, j'appelle toujours les personnes à dire, OK, si vous n'êtes pas d'accord, et on peut l'être évidemment, sur la carte blanche de Madame Florence Bergeau-Blaclair, mais dites-le, argumentez, venez avec des argumentations, montrez-nous où est-ce qu'on a été diffamatoire et harcelant. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'affaire qui est en train de prendre des proportions mais énormes. Et j'ai pas l'impression que c'est en train de se dégonfler, ou bien au contraire. Mais nous, notre volonté, en tout cas ici à l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, c'est une plateforme qui est ouverte pour tout le monde, qu'on soit de France, de Belgique, etc. En sachant qu'évidemment, pourquoi Bruxelles? Parce que Bruxelles, c'est quand même une capitale non des moindres, vu que les institutions européennes sont situées à Bruxelles et qu'il y a des enjeux évidemment en termes politiques, économiques, et qu'on sait très bien qu'à Bruxelles, les frères musulmans sont bien représentés. Ok. Et j'aurais une dernière question peut-être pour clôturer l'entretien, enfin en tout cas un dernier point à aborder. Ce serait justement, et tu en parlais beaucoup et tu en as parlé tout au long de notre conversation, c'est qu'on sent bien cette violence énorme dans les quartiers. Alors on a expliqué pourquoi au niveau du socio-économique, pourquoi au niveau des parents qui ont été élevés comme ça et qui peut-être parfois reproduisent et que vous faites réfléchir et vous faites un travail là-dessus. Mais est-ce que j'exagérerais en parlant de mafia islamiste parce qu'on se rend compte quand même que c'est des sujets qu'il devient… Charlie Hebdo nous l'a rappelé. Enfin voilà, on a quand même eu des choses qui se sont passées dans nos pays, mais même qui se passent au quotidien, comme tu le racontais, menaces de mort. On a eu l'affaire Mila aussi, nous, en France.
qu'est-ce qui fait qu'on a cette violence extrême qui met les vies en danger, alors que votre association, comme tu le décris, et c'est le cas aussi de nombreux intellectuels francophones, n'essaient juste que d'argumenter, que de comprendre, que de débattre, de dire qu'ils ne sont pas d'accord parfois, de le dire vivement aussi parfois, mais il n'y a pas de racisme. Et qu'est-ce qui justifie cette violence aussi importante et qui peut aller jusqu'à broyer les êtres humains? Parce que tout simplement, je pense que l'islamisme, le radicalisme, les fondamentalistes ne veulent pas de gens qui viennent à l'encontre de ce qu'ils pensent et de leurs projets. Ici en Belgique, tant qu'on ne parlait pas, tant qu'on ne dénonce pas, on n'a aucun problème. Honnêtement, on n'a pas de souci, tant qu'on les laisse faire. Mais à partir du moment où vous les dérangez, là, tout d'un coup, il y a effectivement cette tendance à vouloir nous faire taire, à utiliser la violence s'il le faut, parce que c'est un fascisme, parce que c'est tout simplement de la violence pure et simple. Ils ne montrent pas de violence directement tant qu'on est d'accord avec eux, mais à partir du moment où on désapprouve leur discours, tant qu'on ne monte pas dans leur sens, là on se fait menacer. Je pense qu'il faut bien tenir à l'œil que ce sont des personnes qui, dès le départ, ne sont pas des démocrates. Ouais. Ils ont un projet politique et ils veulent la faire appliquer, quel que soit, allez, peu importe. Ils vont y arriver pour eux dans leur tête. Et donc, si au départ, comme ici en Belgique, ils ont eu la porte ouverte des gens complaisants, qui ne se posaient pas trop de questions, etc., tout se passait bien. Donc, on ne pouvait pas voir cette violence, cette agressivité. Il n'y en avait pas. Mais à partir du moment où on a commencé à argumenter, à dire, mais non, là, il y a un danger, là, ça ne va pas, ça, et à commencer à montrer leur projet, et là où ils veulent en venir, là, tout d'un coup, il faut nous faire taire. Donc, on va essayer d'abord par la pression. Mais ça veut dire qu'ils sont quand même nombreux. Alors là, il y a deux petites questions, mais qui ont encore à voir avec ce sujet. C'est que pour effectuer cette violence et pour maintenir une pression, ils doivent être quand même relativement nombreux maintenant. Et la seconde question, c'est on voit quand même aussi beaucoup, et là-dessus, je suis un poil accusateur, et je l'ai été à mon jeune âge aussi, donc ça s'adresse à moi aussi, c'est un peu de l'autocritique, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens modérés qui, je dirais pas laissent faire, mais qui se disent, bon, on veut pas trop s'en mêler, on a une vie, on veut pas, c'est violent, et du coup, on a beaucoup de gens qui sont extrêmement complaisants. Pas complaisants dans le sens où ils acceptent, parce que si on en parle dans un bar et qu'on est deux, ils vont dire, non, mais moi, je suis pas d'accord, et ce sont des gens qui sont laïcs et républicains comme nous, et je connais de nombreux musulmans comme ça. Mais il y a des gens, moi, qui viennent me dire, souvent en message privé ou en mail, écoute Cyril, moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est très bien le travail que tu fais, mais pourquoi toi tu ne dis rien? Je veux dire, ce qui fait qu'on est si peu nombreux face à eux et qu'on est si faible face à ces gens, c'est le silence de beaucoup. C'est surtout ça que moi je dénonce, c'est-à-dire qu'il faut un peu de courage aussi. Oui, mais on peut perdre beaucoup aussi. Je peux comprendre que quand on a une famille, quand on vit dans un quartier, on sait qu'on ne sera pas soutenu. On le voit. Je dirais ici, on voit bien que quand on creuse, et ça les spécialistes en parleront bien mieux que moi, les financements, elles vont où? Après les attentats, il y a eu énormément de financements pour déradicaliser, pour tous ces projets de déradicalisation, etc. Qui les a reçus finalement? C'est des gens des islamistes, ce sont des personnes qui font partie de ces mouvances-là, ils ont reçu tous ces financements. Donc, et finalement, eux ont les moyens de pouvoir agir dans les différents quartiers, dans les médias. Ils ont une presse qui est derrière eux, etc. Nous, on le voit, mais quand je le dis, ben voilà, les conséquences sont là. Les conséquences, c'est que quand je suis dans la rue, je dois regarder derrière moi, devant moi, etc. Sur le côté, je vais recevoir des insultes, il faut falloir les supporter. Donc, je peux comprendre que pour ces familles-là, ben, forcément, ils n'ont pas trop le choix. Ils savent qu'elles peuvent pas, pour beaucoup, elles peuvent pas déménager du quartier. Donc, si elles se montrent ouvertement, ces petits délinquants, on va dire islamistes, vont mettre la pression telle, ils font peur, ils ont les moyens, ils peuvent utiliser les armes. Il y a quand même, bon, on a vu, l'histoire nous l'a montré, les événements en France, Charlie Hebdo, l'affaire Mila. En Belgique, on a eu un peu moins parce que les gens, effectivement, sont beaucoup plus prudents, ils ont vraiment peur, et donc voilà. Mais là, le fait de pouvoir en parler, je commence à avoir des gens, d'abord parce qu'en Belgique,
beaucoup se disent, je suis le seul à penser comme ça. Mmh. Donc, il y a des craintes. Maintenant, et c'est pour ça que moi, j'ai une volonté de pouvoir en parler ouvertement, c'est de me dire, vous n'êtes pas seul, et j'espère que je ne suis pas seule. Donc, si vous êtes là, manifestez-vous. Et il y en a qui le manifestent, mais ils le font en message privé parce qu'effectivement, ils travaillent dans le milieu social, dans des partis politiques, dans des administrations, etc. Et donc, ils ont peur de perdre leur emploi parce que la pression est énorme et que clairement, ils peuvent être mis dehors de leur emploi. Ils peuvent perdre leur emploi. Et en Belgique, on est un petit pays, tout se sait. Donc, si tu es fiché, je peux t'assurer que pour trouver un emploi, tu peux toujours ramer. D'accord. Ok, je comprends. Je comprends, mais il faudrait quand même que chacun, grâce à ta plateforme, à votre plateforme, Observatoire de Bruxelles, et puis grâce au travail de nombreuses personnes, que petit à petit les gens se dévoilent quand même un petit peu. Alors en prenant soin évidemment de ne pas prendre trop de risques, parce que ça vaut pas une vie, on est bien d'accord. Mais je pense quand même qu'il faudrait qu'on montre qu'on est un nombre. Moi, je me souviens pour les manifestations par rapport à Charlie en France, moi, je voyais les islamistes qui étaient sur les côtés des manifs et ils bougeaient pas une oreille. D'habitude, on les voyait faire les malins. Là, ils bougeaient pas une oreille parce qu'ils ont vu du nombre, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils se sont dit là, le peuple français se réveille et ça fait peur. Et je dis pas qu'il faut faire peur, mais il y avait cet homme politique que j'aime pas beaucoup, mais qui pourtant a eu une phrase heureuse, c'est Charles Pasqua, il faut terroriser les terroristes. Il n'y a pas d'autre moyen. À un moment, ces gens ne comprennent que ça. Donc, il y a un moment, je dis pas qu'il faut pas discuter avec ceux qui sont happés par cela, mais les têtes pensantes, ceux qui savent très bien ce qu'ils font et qui sont vraiment dans une démarche politique et non dans une démarche spirituelle, il faut que ces gens-là commencent c'est un peu comme à toute proportion gardée, c'est un peu comme avec le viol. C'est-à-dire, il faut que la honte et il faut que la peur change de camp. Et c'est pour ça que je parais un petit peu dur là-dessus. C'est parce que pour moi, c'est important que la honte, la haine et la peur changent de camp. Voilà. Mais je pense elle commence à changer. Moi, je le vois et c'est pour ça que je reste positif. C'est qu'entre il y a encore 1 an et demi, 2 ans, où les gens n'osaient vraiment pas parler, je peux t'assurer qu'en Belgique, c'est très difficile. Hein. On est un pays de compromission, on essaye de ne pas trop vexer, etc. Ouais. Ici, ça commence à changer. Les gens se rendent compte, ils viennent et ils sont de plus en plus nombreux à nous soutenir. Parce que, bon, l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, on reçoit pas de subventions. On est des personnes bénévoles. Donc, tout ce qu'on fait, c'est du bénévolat en plus de notre travail à côté. Donc, on doit voilà, c'est vraiment parce qu'on tient à nos valeurs de liberté, on tient à nos valeurs justement démocratiques et qu'on n'a pas envie de se retrouver comme comme ce qui s'est passé durant les années noires en Algérie, etc. Il y a eu, et donc certains disent oui, il ne faut pas exagérer. On a quand même eu les attentats, c'est pas rien, c'est quand même un début. Et je pense qu'on n'en a pas fini encore avec tout ça. Donc, et c'est pour ça que c'est vrai que voilà, on organise aussi un événement, donc une réception dînatoire le 22 octobre à Bruxelles, où toutes les personnes sont invitées, les différents partis politiques, les médias, etc., pour apprendre à nous connaître. Il y aura des personnalités, des scientifiques et des experts avec qui on pourra échanger, discuter. Il y aura des citoyens. Donc, c'est vraiment ouvert. Et après ça, notre projet, c'est aussi de pouvoir organiser un colloque sur les fondamentalismes. Et là, on va parler des différents fondamentalismes avec différents experts et scientifiques qui sont spécialisés dans les domaines, que ce soit concernant des fondamentalismes religieux chez les catholiques, musulmanes, enfin, islam, etc. Donc, c'est vraiment, ça va être un panel et il y aura vraiment toute une réflexion qui va être intéressante. On aimerait aussi, voilà, il y a tous des projets qui permettraient d'amener plus de réflexion sur l'intersectionnalité, etc. Et on aimerait aussi, sur du moyen et long terme, organiser une permanence une fois par mois, justement, mais physiquement, pour que les gens qui veulent venir nous rencontrer, discuter sur ces différents sujets, qu'on puisse le faire ensemble dans un espace de visite. Bon, avec le Covid, pour l'instant, évidemment, c'est un peu limité, mais on espère en tout cas en arriver là. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, on cherche des moyens, mais on ne fera pas à n'importe quel prix. Hein. On n'acceptera pas des moyens si c'est pour nous faire taire ou si c'est pour qu'on soit malhonnête intellectuellement. Ça, il est hors de question. Donc, on veut vraiment insister pour dire qu'au Bruxelles restera sur ses positions. Et voilà. Et vous faites Et vraiment
Et vous faites vraiment un travail extraordinaire. Et franchement, Fadila, je vous remercie pour ce travail parce que je sais ce que ça coûte tant en termes de temps qu'en termes de pression, comme tu nous l'as bien expliqué tout au long de cette vidéo. C'est vraiment un travail magnifique que vous faites. Je voulais te demander s'il y avait des points que j'ai pas abordés, que tu souhaitais toi aborder. Oh, mais je pense qu'on a un peu balayé quand même quasiment tout. C'est vrai que il faudra encore aller un peu plus loin, mais c'est très difficile de pouvoir approfondir chaque question et de prendre le temps. Mais ça nous ferait plusieurs jours, je dirais, de débat. Mais cela dit, les gens sont invités, s'ils ont des questions ou s'ils ont d'autres sujets à apporter, ils peuvent venir le faire soit en message privé sur Au Bruxelles, soit en venant participer au fil de discussion sur la page Facebook. Donc, on est vraiment assez ouvert sur ça. Et j'aimerais vraiment remercier vraiment toute l'équipe parce que, honnêtement, souvent, j'ai l'impression qu'on pense qu'Au Bruxelles, c'est moi. Mais en réalité, non. C'est toute une équipe derrière. Moi, il s'avère que, comme j'étais déjà mouillée dès le départ, donc je suis plus visible, mais derrière, on a quand même des personnes courageuses et qui travaillent énormément de manière bénévole pour cet observatoire. D'accord. Eh bien, je te remercie, Fadila. Je te remercie encore une fois pour tout ce travail et pour cette interview qui est vraiment très, très riche et très, très intéressante. Évidemment, je mettrai tous les liens pour que les gens puissent te retrouver et retrouver l'observatoire dont tu nous as parlé. J'ai juste deux petites questions que je pose en fin d'interview à chaque fois. Ce serait, dans un premier temps, quels sont les livres que tu conseillerais de lire pour quelqu'un qui est complètement novice et qui arriverait sur ce sujet et qui voudrait avoir une réflexion intéressante? Quel livre tu conseillerais? Et puis la seconde question, c'est quel conseil tu donnerais aux jeunes générations? Alors, pour ce qui concerne les livres, mais je pense qu'il y en a beaucoup, donc ça va être très difficile de pouvoir les citer. Mais voilà, il y a des livres qui ont été écrits par Gilles Kepel, il y a des livres qui ont été écrits par Rougier, il y a le livre qui est évidemment de Florence Bergeau-Blaclair sur les normes islamiques, que vraiment je conseille parce que là, on voit aussi le lien entre les normes islamiques et l'économie. L'économique qui n'est pas uniquement basée sur ce qui est licite ou illicite, mais elle va beaucoup plus loin. Et donc, pour moi, c'est un livre vraiment qui nous permet de comprendre des enjeux actuels. Il y a aussi, c'est vraiment très vaste. Hein. Il y a beaucoup, il y a aussi des ouvrages évidemment sur le capitalisme, des livres de sociologie voilà, que j'invite aussi à lire. Il y en a tellement, on peut les donner et on peut les citer. Il y en a quelques-uns qui sont cités à l'Observatoire. Et si on va sur le site d'ailleurs de l'Observatoire des fondamentalismes, il y a des ressources. Donc on essaye vraiment de renvoyer. Il y a des bases de données sur lesquelles vous pouvez avoir accès à des ouvrages. Et donc moi j'invite vraiment les personnes à creuser. Et s'il y a vraiment des questions, ils peuvent nous écrire, on répondra. Et citer peut-être des ouvrages parce que là je peux pas tous les citer. Il y a aussi des vidéos, si on veut par exemple sur les frères musulmans, le film sur les frères musulmans par Michael Prazan, qui est vraiment conseillé vivement pour comprendre la mouvance des frères musulmans. Et voilà, il y en a encore d'autres, hein, mais je pense que ça c'est pour moi un bon début. Et puis D'accord. il y a aussi Mohamed Bouizi évidemment. Euh, qui en est ressorti et qui peut aussi parler de cette question-là. Donc voilà. Mais si jamais il y a d'autres questions, qu'on puisse, il ne faut pas hésiter, on est ouvert, on peut nous poser la question. D'accord. Et la seconde question, du coup, c'est quel conseil tu pourrais donner aux jeunes générations qui arriveraient sur ce sujet, qui seraient ou endoctrinés dans ce genre de mouvance, ou des jeunes qui n'y connaissent rien et qui savent pas comment se comporter et comment réfléchir par rapport à toutes ces choses? Ben, comme je l'ai déjà dit à des jeunes, quand je donne des animations auprès des jeunes, si je leur dis, mais lisez un maximum, allez chercher vos informations, essayez de mettre des contradictions ensemble. N'allez pas juste écouter l'imam un tel qui a dit un tel sur YouTube, mais allez aussi voir d'autres savants, d'autres chercheurs, discuter avec vos professeurs. Et, essayez d'amener, soyez critique, surtout ne vous laissez pas faire, soyez critique. Et surtout, vous avez votre vie en main. Essayez d'être vous-même, de rester vous-même, essayez de faire pour le mieux. Ne laissez personne dicter ce que vous avez à faire. Et soyez toujours critique. Ne jamais, parce que bon, ce qui est souvent dit, c'est vous devez écouter
et ne pas poser de questions. Moi, je leur dis non, posez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ne croyez jamais qui que ce soit, ne me croyez pas moi. Entendez ce que je dis, mais soyez critique vis-à-vis de ce que je dis et allez chercher dans des ouvrages, allez chercher dans de la documentation. Et c'est comme ça, je pense, qu'on avancera et que ça leur permettrait aussi d'être libres et de se sentir bien et de grandir. Eh bien, écoute, merci Fadila. Merci d'avoir accepté cette interview très instructive. Quant à moi, eh bien, écoute, Merci à toi. je ferai comme tout le monde, j'irai sur la plateforme au Bruxelles et regarder toutes les ressources parce que j'y suis déjà allé pour tout dire, mais c'est extrêmement intéressant et je vous encourage tous à y aller, évidemment. Merci bien, en tout cas, pour cette interview, pour le temps pris. Merci Fadila, au revoir.